Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Ryan. Oh putain, et je la referai pas cette fois. Là, je la laisse comme ça, les gars, ça fait 2 fois qu'on la refait. Je n'en peux plus, d'accord? Cette voix ne. Parce qu'en fait, je viens de tourner un autre podcast. Donc, les gars, ne vous étonnez pas si la voix ne répond pas présente pour ce quatrième podcast, le podcast du mois de juin. Et je suis donc avec Théo, évidemment. Bon, salut à tous. Pas de problème de voix de ton côté, ça? Non, non, ça va. Moi, j'ai pas fait de podcast avant, donc Oui. c'est bon. Et puis t'as mué, toi aussi. Parce que moi, Oui. je dois encore, là, j'attends. Ça arrive bientôt, non? Ouais, bah là, moi, j'ai 16 ans, donc ça va Ok, venir. et Inch'Allah. Euh, donc, on est parti pour ce quatrième podcast, mois de juin 2023. Alors, je vous rappelle le concept de ce podcast mensuel. On revient chacun sur 10 C'est le films. podcast. On va faire comme si on n'avait rien entendu. Euh, le podcast. En fait, voilà, je me pas envie d'expliquer, va te faire foutre. Le je vous rappelle le concept donc, du podcast. C'est maintenant à chaque fois que je vais dire podcast, je vais penser à ce jeu de mots absolument abominable. C'est le niveau 1 du jeu de mots. Donc on parle chacun de 10 films ou séries qu'on a vus ce mois-ci. Alors avec des sorties parfois, vous allez voir, il y aura des sorties de ce mois-ci dans cet épisode, mais aussi des films plus anciens, mais simplement qu'on a vus ce mois-ci. Toi, t'as une série et moi aussi. Ouais. Ouais. Voilà, après c'est du film. Bah écoute, on perd pas plus de temps parce qu'il est 1h30 du matin quand on tourne, hein. Oui. Donc ça peut jouer dans le fait de pas vouloir perdre de temps avec cette intro. Et la Euh, voix aussi, ça peut. Aussi. Non mais je rappelle très rapidement, vous pouvez nous écouter sur YouTube, Spotify, Deezer, Amazon Music, ainsi que... non, c'est tout. Parce qu'après, il y a plus d'autres applications qui existent. Je pense que ça commence à bien faire. Ouais. On est parti 10e position, et c'est moi qui Ouais. commence. Et là, Allez, mon vas-y. gars, je commence avec un chef-d'œuvre. Alors, c'est faux, hein, puisque je Bah, je rappelle me doute. qu'on classe par ordre de préférence, donc du 10e au premier. Et donc, forcément, la 10e position. Alors, toi, tu m'as dit que même ta 10e position, t'as tellement vu de trucs ce mois-ci que t'as kiffé. Non, alors, non, le 10e, non, j'ai détesté. Mais Ah, ok, du 9e au premier, c'est quand même cool. ok. Moi, le 10e, j'ai pas détesté, mais j'ai pas aimé. Qui vive? Qui vive, un film de Ok. Marianne Tardieu, un film français. Que j'ai regardé. Alors attention, parce que là on parlait de plateforme de streaming. Tenez-vous bien Netflix, parce que j'ai regardé ça sur MyTF1 Oula. gratuitement. Quand tu bailles au début du Ouais, pardon. podcast, c'est vraiment pas bon signe quoi, pour la suite du C'est qu'il est podcast. vraiment 1h30, quoi. Donc Qui vive, un film français avec. Alors vous allez comprendre pourquoi j'ai regardé les films. Avec Adèle Exarchopoulos, voilà, Ah, ok. fin des raisons, et Reda Kateb aussi que j'aime beaucoup, Ah oui. qui est un très bon acteur. Et donc, en fait, le film raconte l'histoire de Shérif. Alors, attends, le film est français, j'ai un. C'est son prénom ou c'est un shérif? Non, c'est son surnom. Ah, ok. Et donc, Shérif, en gros, il a un job de gardien de sécurité. C'est pas de gardien. C'est qu'en gros, j'ai un synopsis en anglais. Je sais pas Ah, pourquoi, alors que c'est un film français, hein. Et je suis en train de le traduire en direct. Ouais, tu sais, comment on dit, de mec de sécurité, de vigile, voilà, dans un supermarché. ok. Et à côté, il essaye de passer son concours d'infirmier. Ok. Donc c'est un petit boulot, quoi. Et un jour, il Hmm. rencontre dans le bus Jenny, donc Adèle Exarchopoulos, qui rencontre donc dans le bus et qui fait le métier que lui faisait avant, c'est-à-dire pion. Elle est pionne. Ok. Sauf que, donc shérif, tous les jours dans son supermarché, il se fait harceler par des petits du quartier voilà, qui lui cassent les couilles. Mhm. Et donc, lui, bah, il commence à en avoir marre, il essaye vraiment de passer son truc d'infirmier. Bon, le film n'est pas mauvais, c'est juste qu'il raconte pas grand chose. L'acting de Reta Kateb est très bon. C'est pas un coup de génie, quoi. Il y a un jeu de mots. Bah, elle s'appelle Jenny, Exarchopoulos dans le film, non? Ah oui, putain, waouh.
Il y Ou a- non, je- mais là, il y aura beaucoup de vannes pourries, hein, Ah ouais, je non le mais préviens. ce jeu de mots là, je suis allé le chercher, mais c'est toi qui as vu le film en fait. Donc ouais, putain, il m'a mis mal le jeu de mots carrément. Donc non, franchement, c'est même pas que j'ai bien aimé, c'est juste que le film raconte pas grand chose et il s'éparpille un peu. Et donc il y a cette relation entre Reda Kateb et Adèle Exarchopoulos qui commence à se créer, qui se crée même à un moment, ils vont sortir ensemble. Et puis plus rien. Voilà, Adèle Exarchopoulos, elle a très peu de temps d'écran. Le film est très Mhm. court en plus de ça. Donc ouais, j'ai l'impression que le film n'était pas fini. J'ai l'impression d'avoir vu un court métrage étalé. C'est pas que le film est ennuyeux, mais c'est quoi, j'ai cette impression d'inachevé. Mhm. Et c'est dommage parce que je trouve qu'il aurait pu vraiment raconter quelque chose, mais qu'il raconte rien finalement, parce qu'il s'éparpille sur trois sujets entre Reda Kateb qui passe son concours d'infirmier, Reda Kateb qui galère dans sa vie privée et qui, voilà, qui a son job de vigile, et sa relation. Enfin, il y a trop de sujets sur un film aussi court, en fait. Voilà, puisque le Ok. film dure 1h20. Du coup, rien n'est vraiment exploité ou exploré, quoi. Bah, pas assez profondément, quoi. Tout est en Mhm. surface, c'est assez bien fait. Mais bon, voilà, j'ai pas grand chose à dire sur le film. C'est pas un film spécialement à voir, c'est vraiment un film, tu vois, qui est diffusé l'après-midi sur TF1, quoi. Ouais. Il y a rien dans la réalisation, il y a eu un budget, je crois, le budget il est risible. Euh, je sais plus, c'est même pas 1 million, hein, je crois, le budget, donc là on est voilà, vraiment sur un tout petit film, mais il y a du bon acting. Le duo Reda Kateb Adèle Exarchopoulos marche très bien et très vite. Donc ça c'est vraiment Mhm. cool. L'acting de Reda Kateb est impeccable. Euh, voilà, maintenant il n'y a pas grand chose à noter du film. Si ce n'est que voilà, c'est pas grandiose. Maintenant, j'ai pas envie de dire que c'est mauvais parce que ça reste un film voilà, fait avec très peu de budget, un film sans prétention non plus. Donc voilà, j'ai pas envie de m'acharner sur ce film. Voilà, Mhm. qui est pas non plus. On peut pas dire qu'il est mauvais parce que quand tu le regardes, tu t'attends pas à ce que ce Ouais. soit un 10 sur 10. Quoi. Ok. Théo, ta 10e place. Alors, moi, je vais être rapide, c'est Raging Bull. Donc, quand même, un grand, grand classique du cinéma. Réalisé par Martin Scorsese. C'est sorti en 1980. Donc, je fais vite fait le synopsis. En 1941, Jake LaMotta a tout juste 19 ans et une foi absolue en sa bonne étoile. Joey, son frère, parvient à le persuader qu'il peut prétendre au titre de champion du monde de boxe. Commence alors un entraînement intensif pour Jake qui n'en néglige pas pour autant Vicky, sa jeune et ravissante épouse. Même en lisant le synopsis, c'est pas du tout le film, mais bon, bref. Euh, Multiples nominés, gagnants de tous les Oscars meilleur acteur et tout. Alors vraiment, l'acting n'est pas un problème dans le film. C'est d'ailleurs le seul bon truc du film, je pense. Donc De Niro est très bon. Alors moi, j'ai énormément de mal avec le duo Scorsese-De Niro. J'ai aimé très peu de films avec les deux. Après, t'as toujours pas vu La Valse des Pantins. C'est vrai. Et c'est dans ma liste, je vais le regarder. Peut-être qu'il va me réconcilier avec ce duo-là, mais c'est vrai que j'ai beaucoup de mal. Et surtout, donc le personnage de Niro, on le voit tout le film quasiment, hein. C'est le temps d'écran, il est à lui tout le temps. Et le personnage, alors l'acting est très bien, mais le personnage, il est abominable en fait. Pendant que je réfléchissais à mon argumentaire sur le film et tout, je faisais un comparatif. Alors ça n'a rien à voir, mais en même temps il y a un petit truc par rapport à Homelander, donc de The Boys, par rapport à des personnages qui sont détestables dans leur idéologie, qui sont affreux, mais il y en a un où malgré tout tu arrives à l'apprécier, et il y en a un qui est juste détestable, et il n'y a rien qui arrive à nuancer le personnage. Donc bah, Homelander, on arrive à quand même pas l'apprécier, mais enfin, t'as vu The Boys et tu vois ce que je veux dire. Alors que là, le personnage de De Niro, c'est un enculé, mais tout le film, et il n'y a rien qui explique ça en mode ouais, il a une enfance difficile, ou il a des problèmes, ou machin. Il a rien pour se plaindre, tout va bien, mais c'est un gros enculé et il n'y a aucune évolution de personnage. De la première minute à la dernière, c'est un connard et tu le détestes, alors que c'est lui tout le film. Après, c'est inspiré Euh, d'une histoire vraie. oui, mais bon.
Mais Mais ça n'en reste pas moins vraiment, ouais, pas ouf. Joe Pesci est très très bien. Son personnage, lui, il a une vraie évolution. Il est vraiment cool pendant le film. Je me disais, putain, lui, au moins, il est bien. La relation entre De Niro et sa meuf, la Vicky, c'est toxique tout le film. Enfin, en fait, moi, le problème avec ce film, c'est qu'il n'y a pas d'évolution de personnage, quoi. C'est tout le temps la même chose. Ah oui, il y a aussi bah, du coup, il y a beaucoup de combats de boxe. Il y a peut-être maintenant les combats de boxe aujourd'hui, enfin dans les films de boxe, il y a 2 ou 3 combats dans le film. Là, il y en a une vingtaine et les 20, chacun, il dure 30 secondes. Du coup, c'est même pas un film de boxe en fait. Il s'attarde même pas dessus. Les combats sont affreux. Enfin, non, vraiment ce film, j'avais l'impression qu'on se foutait de ma gueule pendant tout le long du film. Donc voilà. ah, mais c'était peut-être le cas, hein. Après, vu toutes les distinctions et tout, peut-être que je suis le seul à être passé à côté. Moi, il est sur... Mais Moi, il est sur ma liste depuis longtemps. Maintenant, tu vois, après, donc, du coup, je l'ai pas eu. Mais quand tu parles d'évolution de personnage, peut-être que aussi c'est dur quand tu prends une histoire vraie, tu oui, vois. oui, oui, c'est sûr. Et c'est, tu vois, peut-être que les fans de boxe de l'époque étaient justement, eux, hyper contents que Oui, ce soit hyper fidèle, quoi. bah, c'est sûr que si tu connais donc Jake LaMotta, enfin tu vois qui c'est dans la vraie vie et Après, tout, qui ne peut-être connaît qu'il y a pas une Jake attaque. LaMotta? Oui, je connais Thiago Motta, mais c'est Mais- tout. Moi, je connais Jake le motard, c'est un mec qui habite à côté de chez moi, mais Mais, euh, mais oui, c'est sûr que c'est difficile de manœuvrer avec une histoire vraie et tout. Et ça, je reproche pas tant à Scorsese ce point-là, mais ça reste nul, quoi. Enfin voilà, désolé, hein, tous ceux qui adorent le film, bon, enfin, je sais pas, moi j'ai vraiment Mais moi, très catastrophe. peut-être que je le verrai. Alors, t'avais déjà défoncé Apocalypse Now, que du coup, je n'ai toujours pas vu. Peut-être que je les Ouais, défendrai dans des prochains épisodes. C'est pas ouais, impossible. Pas impossible. Peut-être que je les descendrai aussi. ouais. C'est probable. Ok. Neuvième position pour moi. Alors, Théo, je vais te parler de. Est-ce que tu connais David Michaud? Non. C'est le boulanger du coin. Non, Ok. non, David Michaud, alors tu le connais sans le connaître, puisque c'est le réalisateur et scénariste de l'originel australien film, je dis des mots-clés, Parce que je comprends pas là. Animal Kingdom. Ah, ok. Ok, Faut donc. dire ça. Et Ah donc, oui, si, Michaud. Enfin, mi. oui, Michaud, oui, si tu veux. Et donc, qui a ensuite travaillé sur le scénario, du coup, en adaptation de la série Animal Kingdom. Alors, Animal Kingdom, pour ceux qui connaissent pas, c'est-à-dire bah, tout le monde, déjà qu'il y a 10 personnes qui nous écoutent, donc si il y a une personne sur les 10 qui connaît Animal Kingdom, arrête de mentir. Euh, Le pourcentage est impossible. non, alors le film est un peu plus connu, hein, quand même, le film de base, donc de David Michaud, réalisé et écrit. Lui est beaucoup plus connu, a été beaucoup récompensé, et c'est un excellent film. Mais il y a une série qui a été donc adaptée de ce film-là, et qui est une série absolument géniale que je trouve encore meilleure que le film. Voilà, je vous recommande vraiment la série. Donc une série américaine hein, pour le coup, avec un très beau casting. Scott Speedman, j'ai plus aucun nom. Jake Weary, comment il s'appelle de Peaky Blinders, ton Sans se sosie. réfléchir. Finn Cole. Finn Cole, Oui, ton voilà. sosie officiel, dans le rôle principal. Hélène Barkin aussi dans le rôle de la matriarche. Enfin, c'est vraiment une excellente série. Donc David Michaud, tu vois, bon, je me dis ok. Donc je vois David Michaud. Est-ce Hmm. qu'il est à la réal? Ouais, il est à la réal de ce film-là. Et donc scénariste. Je Ok. vois David Michaud, je vois le casting. Robert Attends, Pattinson, c'est quoi le nom du film? c'est The Rover. Ah, mais je l'ai peut-être vu. Ah ouais. Ouais. Attends, ça me dit un truc. Enfin, je Alors je suis quasi vois sûr de l'avoir. Robert Pattinson et Guy Pearce au casting. Alors, Robert Pattinson, j'aime Ah, je l'ai beaucoup. vu, j'ai vu, j'ai vu. Tu l'as vu? Ouais. Alors, j'aime beaucoup Robert Pattinson. Guy Pearce, j'ai toujours eu du mal. Mais je vais y revenir dans ce film. Et en plus, je vois quoi? C'est Studio A24. C'est Studio A24 qui est, enfin, pour moi, le meilleur studio de cinéma de la planète. Donc je me dis, vas-y, tout est bien pour que ça me plaise. Et donc, le Et en plus, c'est synopsis, post-apocalyptique. voilà, c'est du post-apo, donc ça me plaît énormément. Donc, on est 10 ans après un crash économique mondial,
Et c'est un solitaire endurci, donc joué par Guy Pearce, qui poursuit des hommes qui lui ont volé son seul bien, sa voiture. Et en cours de route, il va capturer le frère de l'un des voleurs, donc joué par Robert Pattinson, et le duo va développer un lien précaire pendant le dangereux périple. C'est chiant à crever. Alors l'acting, Guy Pearce m'a mis une claque et Dieu sait que je m'en battais les couilles de Guy Pearce pardon. Euh, mais là il m'a vraiment mis une claque d'acting quoi. Il est vraiment extraordinaire dans le film. Il joue cette espèce, tu sens que le mec n'a plus rien à perdre. Il s'en Ouais. bat les couilles de crever. Tout ça pour une caisse quoi. Donc ça m'a Bah, beaucoup c'est plu. sa seule raison, c'est le seul truc auquel il s'attache, quoi. Donc, Et Robert Pattinson, il joue un mec un peu débile, mais touchant. Et il le joue très bien, quoi. Robert Pattinson, c'est vraiment un grand acteur. mm, Vraiment, il m'impressionne à chacun de ses rôles, parce qu'il joue toujours des rôles qui n'ont rien à voir, quoi. mm. Et il est vraiment, vraiment impressionnant. Maintenant, le film, esthétiquement, est plutôt beau, même si je m'attendais à quelque chose de peut-être un peu plus, justement, travaillé dans l'esthétique, parfois. Mais il y a des plans vraiment beaux. Mais le film est chiant, quoi. Enfin, honnêtement, il se passe Moi, je sais pas, rien. j'ai bien aimé. Enfin, moi, en fait, j'ai vu il y a longtemps. Mais j'en ai des bons souvenirs de ce que je me souviens. Je me souviens d'un dialogue entre les deux autour d'un feu ou quelque chose Ouais, comme ça, ouais, ouais, c'est pas mal. que Mais j'avais kiffé. moi, je vais pas Mais mentir, à ce moment-là, je rompichais les limites, quoi. non, ouais, Et moi, je me souviens de la relation entre les deux, tout le film que j'avais kiffé. La scène de fin aussi, ouais, tout l'acting de Guy Pearce, sa mentalité pendant le film, j'avais bien aimé. Et je alors, le trouvais aussi très réaliste comme film oui, voilà, post-apocalyptique. Je sais pas comment. ça, par contre, c'est très bien. Ça, par contre, c'est très cool. La scène de fin est superbe. Maintenant, la Ouais. relation entre Guy Pearce et le frère, je la trouve en fait pas assez travaillée. Mhm. Et pas, la relation ne m'a pas touché. C'est juste le personnage de Robert Pattinson qui m'a touché. Mais la relation m'a pas touché. Le personnage de Guy Pearce m'a pas touché. Je trouve que il est très bien écrit, il est très intéressant, mais il a pas réussi à me toucher. Le personnage de Guy Pearce, après, est-ce qu'il est fait pour ça? Je pense pas. Je pense que le personnage de Robert Pattinson est un petit peu plus fait pour ça, en effet. Euh, Mm. mais ouais, en fait, j'ai trouvé ça chiant. Et vous savez, si vous commencez à nous écouter, que j'aime les films contemplatifs et que c'est absolument pas ça le problème, puisque c'est le style de cinéma que j'aime. Donc c'est pas ça le problème. C'est juste qu'il y a cette limite, je l'ai souvent dit, parce que du coup, des films contemplatifs, j'en regarde énormément, mais il y a cette limite entre le contemplatif que j'aime regarder et qui ne me lasse pas, et le contemplatif chiant. Et là, j'ai trouvé que c'était du contemplatif chiant, où juste il se passait rien, et l'atmosphère road movie, j'ai pas réussi à la ressentir. J'ai réussi à la ressentir dans les décors, mais pas dans ce qui est raconté. Donc, Mm. ouais, j'ai eu beaucoup de mal avec ce film, qui n'est pas mauvais, mais qui est chiant, quoi. Ouais, je trouve que ce film est chiant, donc je vous le recommande pas. Euh, mais ouais, je me suis vraiment emmerdé, quoi. Mais vraiment. Euh, et puis, bon, écoute, même le synopsis donne pas envie, mais ça, c'est pas quelque chose qui me freine d'habitude. Mais là, pour le coup, j'ai pas grand chose à dire sur le film parce que c'est pas mauvais, la réalisation est pas mauvaise, l'acting est super, mais ouais, non. Je suis passé à côté et ça m'a pas plu. Toi, tu l'as vu il y a combien de temps environ? Peut-être 2 ans en vrai. Il est Ouais. sorti quand? Il date de 2014. Ah oui, ouais, non. Je sais pas, je l'ai vu peut-être pendant le Covid. Ok. Mais oui, je me souviens que quelques trucs, mais je me souviens quand même de certaines scènes, donc c'est que ça m'a quand même un peu marqué. Je me souviens que j'avais pas pris une claque, mais que j'avais quand même bien kiffé. Je pense que je m'étais pas ennuyé, moi. Ok. Mais ouais, j'ai pas énormément de souvenirs. Donc ouais, film de 2014 d'ailleurs comme qui vive, hein, j'ai oublié de le préciser. Ok, voilà pour ma neuvième place. Quelle est la tienne? Moi, c'est un film qui a fait beaucoup parler pour ceux qui suivent les grands films de blockbuster, super-héros et tout. Donc, The Flash, Ah oui. qui a eu une critique très très sympa, hein. Tout le monde dit que c'est un chef-d'œuvre. Non, Enfin, moi, je suis quand même plus gentil que le 99% des gens avec ce film, parce que pour la première fois depuis très longtemps, devant un film de super-héros, j'ai bien rigolé. Bon, c'est pas ce qu'on recherche devant un film de super-héros, de rigoler, mais au moins, s'il a une qualité, c'est d'être drôle.
Maintenant, les effets spéciaux, c'est atroce, mais j'ai jamais vu ça, hein, Non, mais vraiment. c'était fait exprès. Oui, 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 non, mais bien sûr, bien sûr. Cette excuse, c'est, je peux pas écrire je tousse, hein, C'est- pour ceux qui ont la ref, mais c'est- non, c'est pas possible. En vrai, en 2020, attends, 2023, pour ceux qui ont vu le film, enfin, toi tu l'as pas vu, je sais pas si tu vas aller le voir, je pense pas, Peut-être, si j'ai le temps. mais en vrai, faut le voir pour, J'espère ne pas avoir le temps. faut le voir parce que juste pour voir à quel point c'est médiocre dans les effets spéciaux et tout. Il y a donc ça c'est pas un secret, il y a Michael Keaton qui reprend son rôle de Batman et le mec est ultra agile et tout. Enfin, c'est un mec de 20 ans dans le costume, tu vois. Et c'est pas du tout crédible. Après, il y a une relation entre Flash et donc sa mère qui est hyper touchante et ils arrivent presque à t'avoir une larme tellement c'est émouvant et tout. Mais c'est une scène dans le film. Et sinon, bah, les effets spéciaux, vu que bah, c'est un film de super-héros, il y a énormément d'action et tout. C'est tellement gâché par les effets spéciaux qui sont. Enfin, ouais, je sais pas, j'ai pas les mots. C'est abominable. Mais ça dure quand même 2 heures et demie et je les ai pas trop sentis passer. Donc c'est quand même une qualité. C'est assez drôle. Mais en fait, faut y aller. Tu déconnectes le cerveau. Tu rigoles. Le film est drôle malgré lui, en fait. Mais, euh, mais tu rigoles quand même. Et il y a quelques tentatives qui sont pas mal. Mais de toute façon, avec le DC Comics, là, qui est. Enfin, pas DC Comics, mais le DCU qui est reboot par James Gunn et tout. Là, c'était le dernier film, je crois. Enfin, non, il va y avoir Aquaman, mais Mais c'est le attends, dernier film. James Gunn, je t'aimais, parce que l'autre qui nous vend le film comme je sais pas quoi, là, et tous les autres cons là, qui nous disent le meilleur film. Bon, après, j'ai pas vu, donc je vais pas dire, mais. Non, mais après, lui, c'est normal. C'est lui qui fait les. Bon, là, c'est pas lui qui a fait le film, mais Ouais, mais c'est lui même, le boss de DC. tu Il est dis pas obligé de dire que ça. c'est Non, bien. tu dis pas ça. Oui, tu dis que c'est bien, mais tu dis pas que c'est le meilleur film de super-héros qu'il a vu depuis. Oh. Lui, il a pas dit ça, hein. Ah ouais, il a dit quoi? Bah, je sais pas, va voir, mais je crois il a dit que genre le film était très bien et tout, que c'était très réussi, mais non, c'est Jaden Smith qui a dit que ce film avait changé sa vie. Ça, faut arrêter. Non, Jaden, pas. Il a pris un chèque, lui, je pense. Oui. Mais il y a une histoire de tromperie dans le film, peut-être? C'est peut-être J'aime pour bien ça. l'actu. Et sinon, tu penses. Mais d'ailleurs, c'est réalisé par. Il y a James Gunn qui vient de nommer le réalisateur du prochain Batman du DCU, là. Et c'est celui qui a réalisé The Flash. Mais bon, à mon avis, là. Parce qu'en fait, The Flash, ils ont mis 10 ans à le faire et tout. Il y a eu plein de reshoots. Enfin, en vrai, c'est même pas le film du réalisateur, donc on peut même pas le juger là-dessus. Donc, on verra. Mais voilà, c'est vraiment pas dingue, quoi. C'est tout. Alors, il a dit c'est un film magnifique, drôle, émouvant et passionnant. Bah, drôle, oui. Voilà. Émouvant, oui. Mais si on arrête là. Et sinon, tu penses quoi d'Ezra Miller? Pas l'acteur, hein, l'être humain. Non. Tu veux pas répondre à cette question? Bah, non, mais en vrai, oui. En plus enfin, c'est vrai que ça déconnecte du film de se dire le mec, c'est un enculé, quoi. Donc, c'est difficile de t'attacher au perso quand tu sais que l'acteur, c'est comme maintenant, bon, on attend la sentence, mais Jonathan Majors, ça va être compliqué de regarder ses films, hein. Bon, mais en tout cas, je sais pas si j'irai voir The Flash. Si j'ai le temps, en vrai, j'irai le voir, mais c'est pas une priorité. Ma huitième position, c'est un film de 2021, il me semble, réalisé par Michael Sarnowski, avec Nicolas Cage dans le rôle titre. Oh là. Et oui, j'ai regardé un film de Nicolas Cage, mais on n'est pas sur le film d'action. Alors, j'aime pas du tout Nicolas Cage, hein. Moi non plus. Mais c'est un film qui me donnait vraiment envie. Et j'ai été bien déçu. Un chasseur de truffes qui vit seul dans la nature sauvage de l'Oregon. Pour Mais l'instant, c'est c'est. quoi ce type de film déjà? Déjà, pour l'instant, c'est typiquement le genre de film que je kiffe. Euh, J'espère de tout. alors, pas, le chasseur, pas la partie chasseur de truffes, mais qui vit seul dans la nature sauvage de l'Oregon. Bon. Hmm. Doit retourner à Portland à la recherche de son cochon qui a été kidnappé. Bon, comme ça fait gaulerie, mais c'est un film, tu vois, qui est censé être sérieux, etc., et qui l'est. Je trouve que c'est plutôt bien fait.
Et Nicolas Cage est complètement métamorphosé physiquement, les longs cheveux, une longue barbe. Mhm. Et donc en fait, le film commence, son cochon il cherche les truffes. Je sais pas pourquoi ça me fait rire. Son cochon cherche les truffes. Et il y a un de ses clients qui est, tu vois, un riche et tout, qui vient chercher les meilleures truffes de la région. Et puis, deux, trois scènes après, ben, le cochon se fait voler, quoi. Ouais, on a volé le Ok. cochon. Et du coup, ben, il va retourner en ville, parce que lui, il vit terré dans les bois depuis des années. Et donc, il va retourner en ville à l'aide de ce jeune homme riche qui, lui, ben, du coup, a besoin du cochon pour avoir ses truffes. Hmm. Je sais pas pourquoi ça me fait rire. Mais du coup, ils vont retourner en ville tous les deux. Et on va se rendre compte que le personnage de Nicolas Cage a un passé dans cette ville. Alors, c'est un film qui a été salué par la critique, bah, pas par moi. Je trouve que le film n'a aucun sens dans beaucoup de propos qu'il essaye de raconter. Enfin, c'est pas qu'il n'a aucun sens d'ailleurs, c'est pas ce que je voulais dire. Mais en fait, je trouve que c'est mal exécuté. Euh, je trouve qu'il y a des gros problèmes de réalisation. Il y a une scène, la réalisation, je la trouve vraiment catastrophique, c'est la scène du repas. Voilà, la scène du repas, alors Où il pas... mange le cochon. dans la scène du repas chez quelqu'un, pas la scène du repas dans le restaurant qui, elle, est une très bonne scène dans les dialogues, mais... alors, il y a les deux acteurs principaux, donc Nicolas Cage et l'acteur qui joue le jeune, que je retrouve, comment il s'appelle, Alex Wolff, qui jouait dans Old, d'ailleurs, de Night Shyamalan. Hmm. Euh, mais donc eux deux fonctionnent très bien ensemble. Le duo, je trouve, bon, on a pas vraiment d'alchimie, mais c'est pas très grave. Et donc il y a cette scène dans le restaurant qui, je pense, est la scène la plus réussie en termes de réalisation, mais surtout en termes de dialogue. Et c'est là aussi qu'on va comprendre que Nicolas Cage, le personnage de Nicolas Cage, est quelqu'un d'important dans la ville. Mhm. Et en fait, il y a une troisième personne dans cette scène, mais l'acteur, il faut faire quelque chose. C'est pas possible de jouer comme ça. C'est pas possible. Le mec m'a complètement sorti de la scène parce qu'en fait, il joue un serveur bourré. Mais je sais pas, je sais pas ce qu'il fait. J'ai jamais vu une aussi mauvaise performance d'acting. Donc il y a ça. Il y a une réalisation que je trouve complètement bancale sur une scène qui est très importante. Et limite, t'as l'impression de voir un autre film parce qu'il n'y a rien de choquant du tout dans la réalisation. Il y a même des plans que je trouve magnifiques pendant le film. Bon, deux plans que je trouve magnifiques. Après, ça reste de la réalisation assez classique. Mais il y a une scène dans le reste. Donc, c'est un repas que Nicolas Cage qui va préparer un repas à quelqu'un qu'il connaît. Voilà, sans spoiler. Mhm. Où là, la réalisation, j'ai l'impression de voir un autre film, limite. Tu sais, limite, ça prend la caméra à épaule, mais pour filmer en intérieur un repas, quoi. C'est babysitting le film. Non, mais tu filmes pas un repas à la caméra à épaule. Enfin, je comprends rien du tout de ce qui se passe. Donc, Le travelling sur la ratatouille. je te jure, non mais en fait, il y a des trucs qui m'ont vraiment sorti du film, alors que l'histoire aurait pu être bien plus travaillée. Et ouais, c'est vraiment ça qui m'a sorti du film. Et je trouve que c'est pas très réaliste sur certains aspects. Euh, où tu te dis, bon, le gars il est parti vivre 10 ans dans les bois, il revient, c'est une légende, alors que bon, c'était juste un cuisinier, quoi. Bon, Ok. à la limite, c'est Philippe Etchebest, je peux comprendre. Mais puis même, il a changé physiquement, tu vois qu'il a les cheveux longs, la barbe. Bon, j'ai un peu du mal à croire au truc. Et Mhm. bon, ça encore, l'histoire, bon, j'ai un peu du mal à y croire, mais c'est pas non plus pas du tout crédible, quoi. J'ai un peu du mal à y croire, Ouais. mais bon, je peux y croire. Mais c'est vraiment ces deux scènes-là dont je vous parle, deux scènes de repas. Alors pour deux raisons complètement différentes, hein, que je viens d'évoquer, mais qui m'ont vraiment sorti du truc et où je me dis putain mais quel dommage. La fin du film aussi je la trouve pas extraordinaire. Donc ouais, je suis très déçu parce que le synopsis, l'affiche, euh, un rôle complètement à contre-emploi pour Nicolas Cage, bah, ça me donnait vraiment envie. Et finalement j'ai trouvé ça presque maladroit. Beaucoup de potentiel, mais fait de manière maladroite. Un projet que je peut-être donné au mauvais réalisateur. Maintenant Nicolas Cage est vraiment très bon dans le rôle.
où il joue un mec qui a qu'une raison de vivre. Alors, t'as Guy Pearce, il a une voiture, lui, c'est le cochon. Tu vois, c'est. Donc, donc ouais, c'est vraiment dommage parce que ça aurait pu être super. Finalement, je trouve que c'est un film vraiment moyen, quoi. Ben, tu vois, The Rover a été adoré par la critique, Pig également. Bon, ben, pas par moi, malheureusement. Ah oui, t'avais pas dit le titre du film, Pig. Pig, voilà. Non, malheureusement, je suis passé à côté alors que j'aurais adoré ben, kiffer le film, quoi. Voilà. Ok. Quelle est ta huitième position? Moi, c'est un film qui est sorti sur Netflix ce mois-ci, donc c'est Tyler Rake 2. Donc là, gros film d'action. La promo du film a été faite en grande partie sur un plan séquence de 14 ou 15 minutes, je crois. Et, euh, et donc le film, donc le premier, j'avais beaucoup aimé. Bon, alors moi, je suis un grand fan de films d'action, mais du coup, vu que je kiffe, il faut vraiment que ce soit du très haut niveau dans les cascades et tout, parce que j'adore les cascades et tout ça. Et, euh, et donc là, Tyler Rake 2, vu que le un avait été quand même très cool de ce côté-là, j'attendais. Souvent, quand il y a une suite, on s'attend à ce que ce soit encore mieux. Donc là, je me suis dit, en plus, avec le plan séquence et tout, on va voir ce que ça donne. Et donc, toute cette scène-là et ce moment-là, parce qu'en fait, il y a un plan séquence, ensuite, il y a une coupure, ensuite, il y a un autre plan séquence. Enfin, c'est un peu particulier. Mais dans la réalisation, dans la technique, c'est vraiment. Je sais pas combien de temps ils ont mis pour faire cette scène-là, mais ça leur a pris, je pense, tout le tournage, en fait. Parce que c'est. Toutes les chorégraphies qu'il faut suivre et tout. Il y a Chris Hemsworth, il est fou dans cette scène parce que le nombre de trucs qu'il faut retenir et tout, enfin, ça doit être vraiment très très dur. Donc les scènes d'action ont vraiment pas déçu. La scène de fin très bien et tout. Après, si je le mets là, c'est parce que ça raconte rien. C'est un film Netflix d'action, ils ont clairement tout misé sur ça et pas le scénario à côté. D'ailleurs, attends, j'ai vu le synopsis, ça m'a fait rire. Voilà, synopsis. Après avoir été présumé mort, le mercenaire Tyler Rake revient pour une nouvelle mission dangereuse. Voilà, fin du synopsis. Et donc voilà, c'est cool. Si vous aimez les films d'action, je conseille. Sinon, ça n'a pas trop d'intérêt. Voilà. Ok. Voilà mon avis sur le film. Non, c'est vrai que moi, les films d'action, c'est pas trop mon truc. Ouais. Septième position pour moi, c'est un film de 96 avec un énorme casting. Brad Pitt, Robert De Niro, Kevin Bacon, notamment Dustin Hoffman, Jason Patrick. Ah, je l'ai Euh, vu, je crois. un film de 96, c'est Sleepers, Ouais, euh, je l'ai vu. réalisé par Barry Levinson. Gros réal hein, qui a quand même réalisé Rain Man, rien que ça. Euh, je vois, est-ce qu'il a réalisé des épisodes de Oz? Je vérifie. Hein, Moi, je suis en train de lire le non, non, truc là. il est producteur de Oz, je crois. Ok, ben alors Sleepers, c'est un film quand même qui dure 2h30 Ouais. et qui raconte l'histoire d'un groupe de garçons qui est envoyé dans un centre de détention. Et donc, parmi ce groupe de garçons, donc ils sont encore jeunes à l'époque, hein, mais on les verra grandir, et notamment Brad Pitt. Et c'est dans ce centre de détention qu'ils vont vivre des choses horribles des mains des gardiens, et notamment du gardien en chef Kevin Bacon. Et c'est 13 ans plus tard que l'opportunité de se venger va se présenter à eux, aux côtés notamment de Robert De Niro qui joue un prêtre. Euh, donc ouais, moi ce qui me donnait envie ici, je trouve que le synopsis était super. De Niro, Brad Pitt, voilà, en plus je suis en train de me refaire un peu la filmographie de Monsieur De Niro. Euh, voilà, De Niro, Brad Pitt, Kevin Bacon, j'ai jamais été un grand fan, mais pourquoi pas. Il y a même, tu sais, je parlais lors d'un des épisodes d'un film qui s'appelle merde, je ne me plus le nom du film. Si, Palm Trees and Power Lines. Ah oui. Euh, et donc, dans ce film, c'est Jonathan Tucker qui a le rôle. Bon, faut aller voir Palm Trees and Power Lines, pardon, c'est très chiant à dire, mais c'est un film qui est sorti cette année, qui est pas sorti en France malheureusement, mais qui est un film que j'ai adoré, qui est l'un de mes films préférés de cette année. Et donc il y a un acteur qui s'appelle Jonathan Tucker, et donc là il y a Jonathan Tucker quand il était jeune, il joue l'un des jeunes.
Donc voilà, il a pas changé, le gars, c'est impressionnant. Donc ouais, il y a un vrai bon casting, le scénario me plaisait énormément. Finalement, je trouve que le film est là. Et trop long. Tu vois, juste le film est là, c'est tout. Ouais. Je suis pas fan de la narration, parce qu'en fait, le film commence avec la voix off qui te dit bon, ben, mes potes sont morts, voilà comment je les ai connus. Ok. Bah, du coup, ça te. Tu sais, ça Ça te. spoil, ouais. Ouais, et puis au-delà de te spoiler, ça te conditionne à te dire bon, ben, est-ce que je dois vraiment m'attacher à ces mecs-là parce que Ouais. ben, ils sont morts, quoi. Donc, Hmm. ouais. Je trouve que le Moi, film. je me souviens que ça avait été long. Ouais, c'est très long, c'est très très long. 2h30 là, tu les vois passer. Euh, Tout est bien fait. La réalisation est bonne, l'acting est très bon, il y a des super scènes, le scénario est super, mais c'est long et il n'y a rien d'exceptionnel. Et un film de 2h30 où il n'y a rien d'exceptionnel, bah tu te fais chier quoi. Tu vois, le Ouais. film aurait duré 1h30, bah, ça aurait été super. Il y a même des gens. Alors je crois que c'est adapté d'un livre, à ce que j'ai compris. Parce que j'ai vu une critique qui disait bah, en livre c'est super, mais c'est tout quoi. Tu vois, Ok. tu fais pas. Ouais, Ouais. 2h30, c'est long et tu les vois vraiment passer. Donc, non, en plus, je dis peut-être de la merde. C'est peut-être pas du tout une adaptation. Donc, Je ne sais pas. mais ouais, toi, tu l'as vu quand? C'est récent ou pas? Pareil, je l'ai vu il y a longtemps, Ouais. vraiment. Là, encore plus que The Rover, je crois. Donc, je me souviens pareil de quelques scènes, mais je me souviens que ça avait été long. Je me souviens de la scène dans un tribunal, là où je sais Ouais, plus. cette scène est super. Mais alors, oui, il y a ça. Il Ouais. y a un gros problème de cohérence à un moment, avec le gros twist du film, où en gros, De Niro va venir témoigner, pardon, euh, contre les gardiens, le jour puisque en fait, le Brad Pitt, qui était donc dans ce centre juvénile, est devenu avocat. Alors, déjà, il faut m'expliquer comment un avocat peut prendre une affaire qui le concerne. Je sais même pas s'ils ont le droit. Mais bon. Bah, s'il s'auto-défend Ouais, mais ou. là, c'était pas le cas. En fait, il l'a pris sans le dire. Enfin, c'était très bizarre. Bon, Hmm. peut-être qu'on a le droit. Mais je trouvais ça un peu. Ah non, voilà, non, excuse-moi, je dis de la merde, pardon. En gros, oui, voilà, c'est ça. Brad Pitt défend les policiers. Donc les mecs contre qui il est. Ah oui, putain, je me Voilà, c'est ça souviens. qui me dérangeait. C'est pour ça, oui, parce que c'est vrai que c'est con ce que je viens de dire. Donc oui, en fait, je suis là, mais c'est légal ça. Enfin, bon, peut-être, hein, Ouais. mais je trouvais ça chelou déjà. Et puis il y a une scène, donc la scène du tribunal, où De Niro va venir et dire, bah écoutez, en fait, il vient pour défendre les deux plus jeunes, les deux plus jeunes qui ont grandi et qui ont tué, bon vas-y je spoil, c'est pas grave, qui ont tué Kevin Bacon, donc qui était responsable Ouais. de ce qu'il leur a fait subir quand ils étaient petits, donc il les a violés, enfin voilà, des choses horribles. Et donc ces deux mecs-là qui ont grandi, qui sont devenus tueurs à gages, vont le tuer. Euh, et Ouais. il y a quand même témoin oculaire, tu vois, où bon, Brad Pitt dans son rôle d'avocat va réussir Non, ben non, du coup c'est pas Brad Pitt, puisque celui qui défend c'est un autre avocat, c'est un bordel. Non, mais, ah oui, non, mais oui, je me rends compte de la connerie en fait. Mais oui, non mais En bon, fait, c'est que Brad Pitt, il a envie de perdre. Du coup, ben c'est ça, mais c'est illégal, enfin je sais c'est pas. complètement con. Bon. Ça devrait pas être autorisé. Et donc il y a ça, bon, il y a un témoin oculaire qui a vu les deux mecs tuer le gars. Bon, l'avocat réussit un peu à s'en sortir, mais bon. Et donc ensuite, il y a De Niro. Bon, il est prêtre. Donc forcément, quand il dit, tu sais, quand il lève la main droite et qu'il jure sur la Oui. Bible, bon, tu vois, voilà. Mais en gros, il va dire, ces deux mecs-là étaient avec moi au stade. Étaient avec moi à un stade, un match de basket. Il va Ah juste oui, putain. Merde. montrer trois tickets. Et il va, ok, c'est bon. Voilà. Fin de Innocenté. l'argument. Innocenté. La défense, frère, c'est la défense des Girondins de Bordeaux il y a 2 ans. Bon. Et j'ai trouvé ça, mais je me suis dit, putain, mais jamais de la vie, quoi. C'est pas parce que le gars est prêtre que. Bon. Ouais. Donc, ouais.
j'ai eu un. Tu vois, cette scène, elle m'a fait. Après, le film est bien. Tu vois, tout est bien sans plus. Mais je pense que c'est, tu vois, le premier film de Brad Pitt où je me dis, ah, bon, Euh, c'est pas un classique, quoi. C'est pas un très Bah bon film. après, Brad Pitt, en fait, il a tellement de rôles. Il y en a aussi où il les a pris un peu en mode rien à foutre, tu vois. Ouais, mais moins quand même. Tu vois, Brad Pitt, c'est un peu comme DiCaprio, t'as moins de rôles, faut les chercher quand même. Ouais, Faut mais les trouver. DiCaprio, il a pas de rôle genre Bullet Train, tu vois. Oui, c'est vrai, mais tu vois, même Bullet Train, tu sens que quand Brad Pitt veut faire un film d'action, il fait un très bon film d'action, quoi. Oui, Je sais pas, oui. c'est. Ok, bon, voilà pour ma septième place. J'ai pas grand chose à rajouter sur Sleepers. Ouais, Peur de pas trop haute, moi toi. non. Quelle est ta septième place? Alors, c'est un film que tu affectionnes particulièrement. Donc, mes septièmes, je t'ai dit, moi, entre la neuvième et le deuxième, c'est quasiment pas le même niveau non plus, mais c'est assez proche. Donc, c'est Causeway. Donc, attends, je vais regarder toutes les infos du film là. Leila Neighbauer qui réalise. J'ai toutes les infos. C'est le C'est sorti en. premier film de sa réalisatrice. Est-ce qu'on se rend compte? Pardon, je te laisse parler. Parce que... Attends. Donc, c'est Lila Neubauer et c'est son premier film. Euh, c'est sorti en 2022. Donc le synopsis, au cours d'une mission en Afghanistan, l'INSEE, ingénieur dans l'armée, est blessé par un engin explosif. Souffrant de lésions Également le cérébrales, elle synopsis de retourne. Tyler Rake, hein, pour l'instant. Ah oui, c'est vrai, je m'étais pas rendu compte. Elle retourne aux États-Unis. Elle entame alors une douloureuse et lente guérison au cours de laquelle elle réapprend à marcher et à faire fonctionner sa mémoire. Pour l'instant, toujours Tyler Rake, hein. Avec le soutien d'une aide-soignante. Lorsqu'elle retourne chez elle à la Nouvelle-Orléans, elle doit faire face à des souvenirs douloureux. Bon, Tyler Rake, c'est le même synopsis, mais c'est pas le même film. Euh, donc c'est un film avec Jennifer Lawrence dans le rôle de Lindsay, Brian Tyree Henry, donc on parlait de Bullet Train juste avant, donc qui joue aussi dedans. Après c'est des acteurs pas très connus. Stephen McKinley, on le connaît de tête, mais bon il n'a pas fait Brian grand-chose. Tyree Henry nommé quand même aux Oscars pour meilleur rôle dans un second rôle. Oui, J'étais en slip quand ils l'ont annoncé. mais c'est 2001 qui a gagné. C'est qui a gagné? Euh, 2001, enfin c'est parce que Ki 2001. Kwan là, Pourquoi tu il jouait l'appelles 2001? 2001 Ah oui, ok. parce que dans Indiana Jones il s'appelle 2001. Ok, j'ai pas la Et ref. il avait joué dans Indiana Jones avec Brendan Fraser. Pas Indiana Jones, la momie, là, ou je sais pas quoi. Brian Tyree Henry Euh, méritait l'Oscar, si on me demande. Après, personne me demande, mais si on me demande. c'est vrai que personne t'a demandé. Euh, donc oui, le film. Donc c'est un film comme toi, tu aimes, très contemplatif, très fond des États-Unis. Alors là, c'est quand même dans une grande ville, la Nouvelle-Orléans. Mais, c'est un film très intimiste. Il y a très peu de personnages. C'est vraiment basé sur les traumas du passé, sur la relation entre deux personnages qui ont vécu deux choses horribles. Et donc, ils vont se retrouver sur certains points et s'affronter. Enfin, voilà, il va y avoir petites discordes sur d'autres points. Et donc, bah, la force du film, et c'est en fait le seul point du film, c'est la relation entre Brian Tyree Henry et Jennifer Lawrence, donc Lindsay et James, qui se livrent sur tout ce qu'ils ont vécu et qui en fait essayent de s'aider tous les deux mutuellement euh, à guérir mentalement et physiquement pour Lindsay et aussi James d'ailleurs. Et donc voilà, c'est très cool, mais moi, en fait, ce genre de film, je kiffe parce que c'est des beaux dialogues, c'est des beaux moments de vie et tout ça, et tu ressors grandi de ce genre de film. Mais c'est pas le genre de film où tu te dis putain, c'est un chef-d'œuvre et enfin, je sais pas comment dire. Tu sais, c'est pas le genre. Pour moi, c'est un chef-d'œuvre. Ouais, Parce non, que mais je c'est vois un ce que tu veux chef-d'œuvre dire. du Mais genre. Tu vois, oui, voilà. c'est. Mais c'est pas un genre qui te fait sauter au plafond, même quand c'est du 10 sur 10, tu vois. Enfin, pour toi, oui, mais pour moi, non. Donc, c'est pour ça que je le mets que septième. Mais en vrai, il y a pas de loupé dans le film. Le film, il est carré, hein. Alors, déjà, Donc, c'est Apple TV, hein, si on peut encore en oui, non, mais parler. moi, je pense qu'on a plus besoin de préciser que c'est la plus grande truc de C'est trop streaming de fort. l'histoire, hein. Non, D'ailleurs, je regarde Prodigy Room en ce moment, c'est incroyable sur Apple TV.
faut que je regarde. Moi Causeway, c'est vraiment. Alors, c'est mon film préféré de l'année dernière. Euh, j'ai vraiment pris mais une claque parce qu'en plus j'ai regardé ce film, tu sais, genre vraiment comme ça par hasard. C'est pas un film qui donnait tant envie que Ouais. ça. Et donc t'as en plus cette bonne surprise. Tu te dis putain, mais qu'est-ce que je viens de regarder? Je le trouve mais magnifique sur absolument tous les points. Sur la photographie, sur des plans juste de contemplation de Jennifer Lawrence qui nettoie des piscines. Je trouve que les plans sont magnifiques. Et mon dieu, mais les dialogues, ils m'ont. Tu sais, c'est au-delà de me faire chialer, ils m'ont mis des frissons. L'acting de Brian Tyree Henry, j'ai pas les mots. C'est. Ouais, ça a été une claque, me dire que c'est le premier film de sa réalisatrice. Mais j'ai hâte de voir ce qu'elle va faire. Parce que si un film qui a une telle identité, comme ça, pour ton premier long métrage, mais c'est impressionnant, c'est ahurissant. Voilà, nommé aux Oscars en plus pour Brian Tyree Henry, enfin, mais c'est complètement mérité. C'est une relation d'amitié qui se crée très rapidement parce qu'ils ont rien d'autre dans leur vie, ils ont plus personne, ils ont plus d'espoir, ils essayent de. Tu vois, il y a ce côté où ils essayent de faire croire qu'ils ont un futur. Ils essayent de se faire croire à eux-mêmes. Mais Ouais. si, moi je vais retourner à l'armée, mais si, moi j'ai mon garage là. Mais tu sens que. Mm. Non. Tu sens qu'ils Bah sont. même Brian Tyree Henry, quand il dit oui, on va emménager ensemble, Ouais, ouais, machin et ouais. tout, il se fait des plans sur l'avenir, mais en fait, Tu sens qu'il y croit pas, tu sens que. Tu ouais. sens qu'il a plus de raison de vivre, quoi, limite. Et la fin du film. Qu'est-ce que c'est brillant! Mais la fin du film, elle est absolument brillante parce que t'as pas envie de les quitter, t'as envie de rester avec eux, t'as envie de voir comment ça se finit, comment ça continue, comment leur histoire se crée. Et la fin du film, elle est abrupte, mais qu'est-ce qu'elle est belle! Parce qu'il y Ouais. a, il y, a, il y a un gros bémol dans leur relation qui ne deviendra jamais une relation amoureuse. Un gros bémol pour Brian Ah Tyree oui. Henry, c'est que Jennifer Lawrence, le personnage est lesbienne. Donc, Ouais. ça, tu vois, c'est dit Coup dur pour clairement. James. T'as dit quoi? Coup dur pour James. Oui, là, vrai coup dur pour lui, mais tu vois, même là, c'est beau, quoi, quand Jennifer Lawrence lui dit, putain, c'est humain, c'est Mm. beau, c'est honnête, et c'est accepté par Brian Tyree Henry, tu vois, qui est là, ok, ben, j'ai le seum, mais on va être potes, quoi. Et, Ouais, il accepte. et c'est juste, enfin, tout est beau dans ce film, que ce soit dans, 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 enfin, photographiquement, que ce soit les dialogues, que ce soit l'acting, que ce soit comment dire, les décors, et puis la leçon de vie que c'est. Enfin, moi, vraiment, Causeway, je sais pas, ça m'a mis une claque, et là, rien que d'y penser, je suis ému. Et c'est vraiment, vraiment un film qui m'a marqué. C'est l'un de mes films préférés all time. Et c'est Ah mon ouais. film préféré de 2000. Ouais, franchement, il est, je pense, dans mon top 15. Facile. Je sais pas quel est mon top 10, mais dans mon top 15 facile. Vraiment. Ok, ok. J'ai pris une énorme claque, et tu vois, plus j'y pense, plus ce film me hante, mais positivement, quoi. Donc, Mm. merci Madame Lila Neuggebauer, j'ai hâte de voir ce qu'elle va faire. Est-ce qu'on se rend compte que c'est son premier film, quoi? C'est vrai que tu l'avais pas encore dit et c'est. Non, mais le niveau, quoi. C'est très très Ouais, grave. non, j'avoue. Et Jennifer Lawrence aussi, on parle beaucoup de Brian Tyree Henry parce que quel homme. Ouais. Mais Jennifer Lawrence aussi, elle a un rôle limite plus complexe parce que tu vois, elle doit rester un peu dans. Tu vois, c'est une femme un peu qui a envie de rester forte en façade. Ouais, elle est toujours. Elle essaie d'être froide Voilà. dans un Alors que truc. tu sens qu'elle l'est pas vraiment. Mais parce Ouais. qu'elle vient de vivre un trauma énorme, tu vois, et elle essaye de se dire non, moi je vais retourner à l'armée, machin. Et puis, vu qu'elle a été à l'armée, on imagine aussi qu'elle a été formatée pour être toujours dure, froide, tout ça. Donc, Donc, est-ce que t'as un truc à rajouter, toi, sur Causeway? non, non, c'est bon, on a fait le tour. Ok. Donc, bah oui, du coup, c'était. Parce que c'est un peu mon film aussi, hein, Causeway, quand même. Disons les termes. Mais tu l'as enfin regardé depuis que je t'en parle, merci. Ouais, c'est vrai. Sixième position pour moi, c'est un film qui est sorti cette année, ce mois-ci même. Un film français, à nouveau. L'amour et les forêts. Alors, un film de Voilà. Valérie Donzelli. Euh, obligé de le prononcer comme ça.
Alors, avec Virginie Fira dans le rôle titre et Melville Poupeau. Je sais pas si tu connaissais Melville Poupeau. Non, pas du tout. Moi non plus. Et c'est un très bon acteur. Et le film Ok. est très très cool. Euh, alors, le synopsis. Blanche Renard rencontre Greg l'amoureux et croit qu'il est le bon. Mais elle se retrouve bientôt prise dans une relation toxique avec un homme Comme de possessif. La Fontaine. Je te jure. Avec un homme possessif et dangereux. Alors, c'est adapté d'un livre, justement. Ok. Et je trouve que déjà, c'est très respecté dans l'idée qu'on en fait. C'est un français un peu soutenu, très littéraire, parce qu'on est dans une autre époque. On est à un film, je crois, Mhm. je dis peut-être une connerie, mais je crois qu'on est en 4 tiers. Je dis peut-être une connerie. Mais le film, déjà, esthétiquement, est magnifique. Voilà, il y a une pellicule, tu vois. Ok. Une pellicule un peu grisâtre, un peu vieillotte, qui est vraiment esthétiquement rend super bien. Et donc, Virginie Fira joue le rôle de Blanche, mais aussi de sa sœur jumelle. Voilà, donc, et je trouve que c'est très bien fait, ça aussi. Virginie Mhm. Fira est absolument fabuleuse. C'est une actrice de fou, elle sait tout jouer. Et là, elle le prouve. C'est un film qui est très dur parce qu'on parle de relations toxiques. Et quand on parle de relations toxiques, c'est vraiment une relation toxique là pour le coup. Sans violence physique, hormis à un moment précis, mais tard dans le film. Mais c'est une violence psychologique qui est extrêmement dure et extrêmement bien retransmise à l'écran. C'est très impressionnant ce qu'a réussi à faire Madame Donzelli. Où en fait, on a ce personnage de Blanche, donc joué par Virginie Fira, qui va raconter son histoire à la, je sais pas, à la femme dont elle va raconter son histoire et donc porter plainte. Et donc en gros, ça commence par la fin et donc elle va raconter un peu toute l'histoire, comment elle a rencontré cet homme, qui est joué par Melville Poupeau, qui est extraordinaire. Mais Virginie Fira, si elle n'est pas césarisée, faut aller se enculer. Bon, elle a déjà été césarisée pardon, pour Revoir Paris. Je sais plus si c'était ma Ouais. favorite pour les Césars, mais je trouve qu'elle le mérite. Mais là, je trouve qu'elle le mérite 1000 fois plus pour L'amour et les forêts. Ok. Je la trouve vraiment mais ahurissante. Tout est juste. En fait, j'ai pas grand chose à dire sur ce film tellement il est réussi. Voilà, Ok. c'est vraiment un très très bon film. Euh, et honnêtement, j'ai pas grand chose à dire quoi. C'est une relation toxique, c'est très dur à regarder, c'est très bien fait, c'est très intelligent, c'est très bien réalisé, très bien joué. Bon, voilà, Rien à dire. qu'est-ce que tu veux que je rajoute? Franchement, allez voir ce film, je pense qu'il est encore un peu au cinéma, peut-être un peu moins là. Ces derniers temps, j'ai eu la chance de le voir au cinéma en plus. C'était super. C'était super. Voilà, franchement, j'ai rien à rajouter. Allez voir ce film. Voilà. Ta sixième position du coup? Ok, bah, alors moi, c'est un film avec mon acteur préféré all time, Christian Bale. C'est donc Vice qui est sorti en 2018. C'est donc l'histoire du gouverneur George W. Bush du Texas qui choisit Dick Cheney pour être candidat républicain avec lui lors des élections de 2020. De 2020? Non. Alors, je crois que c'est pas ça. Bon, bref, 2000. 2000, ouais, bah, c'est écrit 2020, mais bon. Lorsque Bush gagne, Cheney utilise son pouvoir pour aider à remodeler le pays. Connaissant la politique, le CV de Cheney est impressionnant. Alors moi, la politique, je m'en contrebalance le cul, mais mais le film a réussi à me faire apprécier ça. Enfin, pas le côté politique, mais j'ai quand même apprécié le film. Donc c'est par le réalisateur donc Adam McKay. Je crois que c'est celui qui a fait le film avec DiCaprio et Jennifer Lawrence là justement. Don't Don't Look Look Up. Je Up. crois que c'est lui. Ok. Don't Look Up que j'avais adoré. Et donc ça a été nominé pour plusieurs titres, dont meilleur acteur, mais il n'a pas gagné parce que c'est Rami Malek qui a gagné pour Bohemian Rhapsody. Donc bah dégoûté, voilà. Euh, le film, donc le casting un peu, c'est du Christian Bale, Steve Carell, Sam Rockwell, Jesse Plemons, voilà. Il y a un moment dans le film, il y a enfin c'est pas une blague, mais c'est un truc comique. J'ai explosé de rire. C'est la première fois que je voyais ça dans un film de toute ma vie. C'est un peu le truc, tu sais, sur Twitter, Robert Wilde, là, tu sais, avec le générique qui se lance. Ok, ouais. Et c'est un peu ce même type de vanne.
Et je m'y attendais pas du tout et j'étais mort de rire. Et, euh, Christian Bale, il est époustouflant. Euh, c'est une histoire vraie, donc Dick Cheney, moi je connaissais pas du tout toute la politique, surtout des États-Unis à ce moment-là et tout, mais c'est au moment des attentats de 2001. J'ai pas Donc encore c'est quand fait même ça intéressant. en cours. De quoi? J'ai pas encore fait ça en cours. Ça intéresse personne, hein, mais Ok. je pense que je vais le faire l'année prochaine. Je commence à plus avoir de voix, gars, c'est hilarant. Euh, donc oui, ça se passe enfin, ça se passe pendant. En fait, ça retrace toute la vie de Dick Cheney, mais il y a quand même un fil conducteur sur les attentats de 2001, où en fait Dick Cheney, c'est là qu'on se rend compte pour ceux qui connaissent pas du tout la politique, qu'en fait, donc lui, c'était le premier ministre en gros, et en fait, on se rend compte que George W. Bush, donc, qui était le président des États-Unis à ce moment-là, c'était une lopette, quoi. Enfin, il prenait C'est une aucune flotte. décision. Oui, voilà. Il prenait aucune décision. Il demandait à tout le monde ce qu'il fallait qu'il fasse, tout ça. Et en fait, le vrai président des États-Unis, c'était Dick Cheney. Et, euh, et en fait, tu te rends compte que c'est un énorme enfoiré, mais l'acting est fou. Donc voilà, je vous le conseille. Ça dure en 2h12. Si vous aimez pas trop la politique et tout, je comprends que ça puisse rebuter. Même moi, j'ai eu un peu de mal. Ce qui m'a fait regarder le film, c'est Christian Bale. Sinon, j'aurais jamais, jamais regardé le film. Et j'ai pas été déçu. Donc voilà, c'était très cool. Et donc, il y a surtout ce moment comique là où j'ai explosé de rire. Voilà. Il a eu un Oscar pour meilleur make-up et Ouais, bah, hairstyling. ça, Et ça m'étonne pas. nomination pour aussi Amy Adams, dont j'ai Alors, il y a reparlé tout à une... l'heure. Attends, Euh, parce que Amy Adams, joue dedans? Non. et Sam Rockwell. Gars, j'ai plus de voix. C'est hilarant. Oui, Sam Rockwell, oui. Mais Amy Adams. Ah, mais oui, Amy Adams, je suis con. Ouais. Oui, oui. Donc voilà, un Oscar quand même. Ah, c'est bon, j'ai retrouvé ma voix. Un Oscar. Donc, je vais y arriver. Mais je connaissais pas du tout ce film. Enfin, il n'y a pas une transformation physique de Christian Bale encore. Alors, je sais pas trop, parce que pourtant j'ai suivi tout et tout. C'est transformation physique, mais là, je pense qu'il a quand même pris du poids, mais il y a beaucoup de trucs du maquillage, un peu comme The Hmm. Whale, tu vois. Ok, ben j'avais pas tant entendu parler de ce film que ça. Je crois que j'ai déjà vu passer l'affiche une ou deux fois, mais ok. Alors, j'ai fait de la merde moi pour ma prochaine place. J'ai inversé les deux. Donc dites-vous que L'amour et les forêts est au-dessus de ce film-là. C'est pas très grave. Et ma Ok. cinquième position, c'est un film que j'ai vu cet après-midi. Ah, Euh, It Comes at Night. Alors c'est un film que je voulais voir ok. depuis pas mal de temps. Pourquoi? Puisque c'est réalisé par Monsieur Trey Edward Schultz. Mhm. Et Monsieur Trey Edward Schultz, il a réalisé l'un de mes films pareil, culte, qui s'appelle Waves. Ok. Donc Waves, qui est pour moi un pur chef-d'œuvre. Et donc bah, j'attendais vraiment ce film. It Comes at Night, j'attendais vraiment de le voir. Alors c'est un film un peu particulier. C'est un film d'horreur. On est en post-apocalyptique, dans une Ok. maison désolée. Euh, Où en gros le film commence avec, tu vois, une famille de... Donc t'as un père, un fils, sa femme. Enfin, un père, sa femme, leur enfant, quoi. Euh, Ok. et le grand-père. En gros, le grand-père meurt, mais le grand-père meurt d'une maladie. Tu vois que c'est la raison pour laquelle on est en post-apo, la raison de l'apocalypse. Ok. Euh, donc le grand-père meurt, et on voit que les mecs sortent bah, du coup masque à gaz et gants. Tu vois, pour pas être contaminé, ils brûlent le corps du grand-père, ils reviennent. Le fils commence à avoir des cauchemars. Et puis un jour, en pleine nuit, alors d'ailleurs le père pardon est joué par Joel Edgerton, que j'aime énormément. Ah, Ouais, t'as joui frérot. T'aimes autant que ça Joel Edgerton. j'aime bien, j'aime bien. Et donc il y a un soir, la maison qui se fait cambrioler. Donc ils sont dans les bois, hein. C'est une maison cachée dans les bois. Et la maison se fait cambrioler par un homme qui est joué pardon, par Christopher Abbott, qui est un acteur que j'aime bien aussi. Euh, et donc cet homme va essayer de cambrioler la maison et puis il va tout de suite s'excuser
au personnage de Joel Edgerton en disant écoutez, je savais pas que c'était habité, je voulais juste aider ma femme et mon fils qui habitent un peu plus loin. Donc Joel Edgerton ne fait pas confiance, tu vois, au premier abord. Et donc en fait, Mhm. il va aller chercher sa famille avec lui, voir s'il ment pas, et puis il va se dire bon, on vous accueille dans ma famille. Puis il y a une scène bon, qui paraît un peu gênante, mais pas choquante, parce que tu vois, t'as le personnage de Joel Edgerton où c'est vraiment le chef de famille, où il va dire écoutez, nous on fait les choses comme ça et tout. Tu vois, il va faire une liste de comment on fait, mais de tout et de rien, tu vois. De où on met la vaisselle, tu vois, c'est des trucs très précis. Bon, tu Ah oui, sens il que est le mec maniaque. est très directif. Bon, on est en post-apo, tu vois. Ouais. Pas très choquant. Et puis, plus ça va avancer, plus tu sens qu'il est directif et tu sens que la famille donc, qu'ils accueillent, donc la famille de Christopher Abbott, sa femme et leur enfant, eux sont beaucoup plus, tu vois, à la cool. C'est-à-dire que eux, Ouais. tu vas voir tu vas voir des moments de complicité entre cette famille-là. Alors que tu vois aucun Ok. moment de complicité entre la famille de Joel Edgerton. Tu vois Ouais. juste Joel Edgerton qui engueule son fils, tu fais pas ça, et qu'il le considère limite comme un enfant, alors que le gars a Ok. 17 ans. Bon, il a Ok. 17 ans alors qu'il en fait 47 ans. Mais bon, ça c'est un autre problème. Mais en vrai, il a que 20. C'est Je suis allé Bernard vérifier. Bonny. Non, mais le gars joue dans Euphoria. Non, mais je suis allé Ah ouais? vérifier. Non, non, mais tu sais, genre, c'est Euphoria, tu sais, Ah les oui, ados ok. qui ont 47 ans en vrai. Ok. Mais en vrai, il avait que 23 ans au moment du film. Donc en fait, bah, je sais pas, il fait juste plus vieux. Euh, et donc en fait, il y a un espèce de malaise qui se crée. Et puis, tu vois que le personnage de Joel Edgerton est vraiment avec son fils. Tu sens que son fils a peur de son père. Tu sens que. Et Joel Edgerton le joue hyper bien, ça, tu vois. Mhm. Mais en fait, il n'y a rien de choquant. Il n'y a rien de choquant tout au long du film. T'es juste pas à l'aise parce que t'es dans une maison Il en y a Andy bois. Courage. Ouais, ouais, t'es dans une maison en bois en plus, en post-apo. Et pendant tout le film, on va te rappeler que ben, il faut se méfier des autres. T'es dans du post-apocalyptique, donc on va se méfier, nous, de cette famille qu'ils ont invitée avec ce petit. On va se dire, mais qu'est-ce qu'ils veulent? Est-ce qu'ils veulent leur vivre et tout? Et puis, il y a un twist. C'est le petit, un moment, qui va. En gros, le fils de Joel Edgerton, donc à 17 ans, qui va, euh, qui va voir le petit en pleine nuit dans une autre chambre, dans la chambre du grand-père mort. Et Ok. en fait, le petit va le ramener dans la chambre des parents. Et pendant cette même nuit, ils vont retrouver le chien qui était parti, je sais plus pourquoi, parce qu'il avait entendu du bruit, et donc ça les inquiétait, machin. Et les chiens, ils y retournent, et ils le voient blessé à l'extérieur de la maison. Et donc, il y a cette porte qu'il ne faut pas ouvrir. Et c'est le petit qui va aller ouvrir cette porte un peu. Enfin, tu vois, on va comprendre que le petit a ouvert cette porte le lendemain matin. Et là, la Ok. famille de Joel Edgerton, enfin, Joel Edgerton lui-même va dire euh, bah écoutez, vaut mieux qu'on se sépare parce que si quelqu'un a été contaminé, bon. Et Ouais. le fils de 17 ans va à un moment comprendre que, le fils a été contaminé parce qu'il entend il entend ses parents, enfin les parents du petit, hein, donc les invités, Ouais. dire il faut Ok. vraiment qu'on se barre d'ici et tout. Donc lui il va dire putain, il a été contaminé, c'est sûr. Ok. Et donc c'est à ce moment-là que ça prend un twist insane que je ne vous dévoilerai pas. Le twist est génial, complètement inattendu, et c'est complètement ce nouveau style de film d'horreur. Comme Get Out l'est. Voilà, Get Out, c'est vraiment la Ok. référence. Alors, It Comes at Night n'est pas au niveau de Get Out parce qu'il y a des moments un peu chiants. Enfin, voilà, Ok. un peu long, un peu long. Et puis, il y a des moments en fait qui ne servent pas parce qu'en fait, on va te mettre des cauchemars du film. Des cauchemars. Qu'est-ce que je viens de dire? Quelle est cette phrase? Des cauchemars de l'enfant suite à la mort de son grand-père où il va avoir des visions de son grand-père et tout qui n'ont aucune incidence dans le film, juste pour te prendre à contre-pied. Voilà, c'est Ok. uniquement pour ça. Et en fait, le film, il va faire que ça, te balader, te balader, te balader sur le vrai propos du film. Et en fait, le vrai propos du film, il est tellement plus simple que ce qu'on peut croire. Le propos du film, c'est est-ce qu'on doit faire confiance à autrui? Et on Mhm. va se rendre compte que le post-apocalyptique n'est que prétexte à cette question-là. Et la fin du film, elle est choquante à souhait.
enfin l'avant-dernière scène pour être voilà, précis. L'avant-dernière scène, elle est choquante as fuck. Et on va se rendre compte que. On va se demander à qui on aurait dû faire confiance. Est-ce qu'on a bien fait de faire confiance à la famille à qui on nous a dit de faire confiance? Parce que nous, on était dans le point de vue de la famille. Tu vois, Hmm. on a, à aucun moment on a le point de vue des invités. Mais qui a Ok. raison, qui a tort là-dedans? Et c'est brillant. C'est très Ok, très ok. très bien écrit. La réalisation est un peu plus classique. Et le film est un peu lent dans sa mise en place. Mais par contre, le scénario, mais t'es un génie, Trey Edward Schultz. Déjà que je t'aimais avec Waves. Alors Waves est un chef-d'œuvre. Voilà, Waves c'est un chef-d'œuvre, c'est un film extraordinaire. Allez voir Waves, c'est sur Netflix. Il y a un super casting, il y a Sterling K. Brown, il y a je sais plus comment elle s'appelle. Enfin, super casting, Ça c'est un sera chef-d'œuvre. regardé. T'as dit quoi, excuse? Ah, il y a Alexa Demi, ok, j'ai compris pourquoi tu aimais Oui, bien le voilà, film. putain, c'est vrai qu'il y a Alexa Demi. Et Taylor Russell aussi, que j'aime énormément. Euh, Donc ouais, Wave c'est un chef-d'œuvre. It Comes at Night pour moi n'est pas un chef-d'œuvre, mais c'est un excellent film d'horreur et du vrai bon film d'horreur quoi. Pas du film d'horreur de merde cliché qu'on a vu mille fois. Mais moi, je déteste les films d'horreur, mais là, tu me donnes envie de fou, donc je Mais sais pas t'as vu trop. Get Out? Ouais, j'ai kiffé. Bah si t'as kiffé Get Out, c'est sûr que tu vas aimer ça. C'est vraiment brillant quoi. C'est un vrai bon film. Attends, je vais le noter. Mais si vous avez aimé It Comes at Night, si vous avez aimé Get Out, je vous conseille encore plus. Pour moi, c'est encore mieux qu'It Comes at Night. Pour moi, c'est limite un chef-d'œuvre. C'est Speak No Evil, en français Ne dis rien, qui est un film, je crois, finnois ou finlandais, je sais plus, qui est genre zinzin. Mais ce film, c'est bon, c'est pareil, c'est un truc. Bon, on va pas Non, reparler parce d'un que autre t'as film. recommandé trois films en même temps. Ouais, ouais. Bon, Get Out, si tu vois plus connu, mais dans cette veine-là, Get Out, Speak No Evil, It Comes at Night. It Comes at Night est le moins bon des trois, mais c'est très bien quand même. Et puis en plus, une grosse perf de Joel Edgerton. Donc on prend. Voilà, merci Trey Edward Schultz. Je crois il a que 3 films, dont un donc là qui me manque. Et je vais lui aussi suivre sa carrière, parce que pour l'instant il m'a Hmm. régalé. Mais bon, Waves, si vous voulez voir du Trey Edward Schultz, commencez avec Waves, parce que c'est rien de repenser à ce film, mon dieu, les émotions. Je vais le noter aussi. Allez hop, Je t'en ai déjà parlé de Waves. possible. Ok, donc Possible. quelle est ta cinquième position? Ouais, c'est ça, cinquième position. Ouais, c'est ça. Donc moi, mon film dont je vais parler, c'est La haine. Film français, grand film français, Mon film euh, français préféré, si on me demande. qui est sorti en 1995. Ça dure 1h38 en plus, donc les films courts, on apprécie. Réalisé par Mathieu Kassovitz, César, meilleur acteur, meilleure réalisation, tout ça. Bon, je sais pas s'ils ont gagné, mais ils ont été nominés en tout cas. Je vais te dire ça après. Alors, bah, en plus dans le contexte de la France actuellement, c'est d'actu. Mais La haine, c'est ce Mais que j'ai en vrai, préféré je dans suis le... désolé, je te coupe, mais c'est important que tu le dises parce qu'on est quand même sur un film de 95 et que ce soit encore d'actualité, c'est lunaire. C'est fou. Ouais. Bah là, c'est oui, c'est vraiment d'actualité, vraiment littéralement, quoi. Mais oui, oui, clairement. Ce qui est très 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 fort dans le film, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est, alors ça paraît obvious, mais c'est la relation entre les trois personnages principaux, euh, où tu ressens toutes leurs émotions, tout est dit à haute voix, que ce soit leur tristesse, leur haine justement, quand ils rigolent ensemble, tout ça. Donc en vrai, j'ai pas grand-chose à dire, mais tout est quand même réussi, tous les dialogues, l'évolution des personnages, l'évolution du film vers la fin, quoi. Je dirais rien, même si bon, je pense que beaucoup de gens ont vu ce film, mais même si on voit venir la fin, ça paraît évident. On est quand même surpris et choqué parce que, comme tu disais pour je sais plus quel film, la fin est hyper abrupte. Cause Vraiment, Away. enfin, oui, c'est ça. Je me souviens pour La haine, là, quand le générique s'est lancé, j'étais bouche bée, quoi. Je me disais, putain, ah ouais, ça se termine là-dessus, quoi. C'est vraiment. Enfin, j'imagine les gens qui étaient au cinéma en 95, là. Ah ouais, ok, sympa. Voilà. Mais ouais, grand film français, évidemment, classique, classique.
qui est quand même classé 227e sur IMDb des meilleurs films ever. Ah ouais. Film français. Là, je crois, ouais, c'est une référence même aux États-Unis et tout, hein. Ah ouais, non mais c'est... Enfin pour moi c'est l'un de mes films préférés encore, tu vois, là. Et puis euh, pour moi, on n'atteindra jamais ce niveau-là en France, plus jamais dans le cinéma. Ce qu'a fait Mathieu Kassovitz, c'est grandiose. En plus on est sur un film full en noir et blanc. D'ailleurs, il y a Mathieu Kassovitz qui joue dedans. J'aime bien son Oui, caméo. oui, oui, le caméo est galerie. Euh, c'est un film qui est brillant, il y a tout. Il y a tout. Vincent Cassel, je pense que c'est l'une des plus grandes prestations de l'histoire du cinéma français. C'est culte, c'est extraordinaire. J'ai pris une claque moi aussi, hein, quand je l'ai vu. J'étais vraiment pas bien, quoi. Et tu parlais donc des Césars. Il gagne meilleur film, euh, meilleur producteur, meilleur montage. Et puis derrière, putain, Kassovitz a pas eu meilleur réal. Cassel a pas eu Ah, meilleur acteur. Bon, ils ont été nommés, mais. Alors, attends, c'est fou ça. Cassel, il a même. Ouais, j'arrive plus à parler. Il a pas eu meilleur acteur et il a même pas eu meilleur jeune espoir. Alors, j'aimerais bien il a savoir eu qui l'a eu quel cette âge au année. moment du film? Je sais pas du tout. Et tu vois, c'est ouf parce que pour meilleur espoir, il y avait de nommer Cassel, Hubert Koundé et Saïd Tagmaoui. Les trois. Meilleure cinématographie nommée aussi, meilleur son, meilleur scénario. Ils ont même pas eu meilleure photographie, quoi. Un truc de fou. Donc ouais, non, La haine, c'est fou, c'est fort, c'est beau, c'est vrai, tu vois, c'est un film vrai, c'est un film... regardez La haine, quoi. Enfin, je trouve que c'est important aussi, pour mieux comprendre certaines choses aussi. Je trouve que c'est un film important, La haine, encore aujourd'hui. Moi, c'est un film qui me touche énormément et qui a en partie changé, tu vois, une perception de la vie que j'avais. La haine, c'est vraiment un chef-d'œuvre. Et voilà, la fin est. Putain, mon dieu. Non, c'est un film Ouais. extraordinaire. De toute façon, c'est un classique, hein, on va pas en parler des heures. Ouais. Ma quatrième position, Nocturnal Animals. Alors, je sais pas si tu connais. Je connais le nom, mais je me souviens plus ce que c'est. Alors, on a un beau casting sur Nocturnal Animals. Donc, on a encore Amy Adams, dont on parlait. J'aime Euh, beaucoup ce film. et on a, alors, Michael Shannon, qui est un acteur infiniment sous-coté, qui était dans The Flash d'ailleurs tout à l'heure. Ouais. Et là, le duo Jake Gyllenhaal, Ah putain. Aaron Taylor Johnson. Oh, attends, mais. Mais non, mais là, c'est du. Attends, je vais voir le truc. Non, parce que là, je regarde le film juste après, hein, alors je suis fatigué, hein. Il y a un petit caméo de Monsieur Michael Sheen aussi, dont je suis très fan. Donc non, vraiment le casting. Réalisé par Non, Tom... mais là, attends, mais le casting, c'est quoi ça? Et attends, le réal, mon gars, c'est Tom Ford, qui en gros... euh, c'est un mec qui est dans le monde enfin, de la mode. C'est un mec Ok. de Yves Saint Laurent. Ok. Et je crois, attends, c'était son premier film, je pense. Il en a pas fait 15, hein. C'était son deuxième film, pardon. Et voilà, il a fait deux films. C'était son deuxième et dernier film, 2016. Nocturnal Animals. Alors, nominé aux Oscars en plus, pour meilleure Ouais. performance dans un second rôle pour Michael Shannon, qui est un acteur Ok. formidable. Grande prestation aussi dans merde, de Del Toro, de Shape of Water. Enfin, Michael Shannon, c'est vraiment un grand acteur. Ouais. Donc Nocturnal Il joue Animals, dans, on en parlait tout à l'heure, dans Bullet Train et avec Aaron Taylor Johnson aussi, justement. Michael Shannon, il est dans Bullet Train. Ouais. Il joue le méchant. T'es sûr de what? Oui. Ah ouais, putain, Il joue la mort blanche, là, ou je sais pas quoi. je n'ai aucun souvenir. Euh, donc, excusez-moi, le synopsis de Nocturnal Animals, la riche propriétaire d'une galerie d'art reçoit le brouillon du nouveau roman de son ex-mari, donc joué par Jake Gyllenhaal. Et la riche propriétaire, c'est Amy Adams. Un thriller violent qu'elle interprète comme une menace voilée et un conte de vengeance symbolique. C'est clair ou pas? Je sais pas si c'était clair. Euh, si, ça va. En vrai, ça En va. gros, voilà, Amy Adams reçoit le roman de son ex, joué par Jake Gyllenhaal. Et donc, en fait, Qui est on va entreposer ces deux histoires.
En fait, on a Amy Adams qui lit le roman de son ex-mari Jake Gyllenhaal. Donc qui est joué par Jake Gyllenhaal, hein, son ex-mari. Puisqu'on va avoir aussi des flashbacks. Ok, je vois. Et en, pardon. Et en fait, l'histoire du roman, elle est aussi interprétée dans le film. Et donc, le personnage principal du roman, Amy Adams le visualise comme Jake Gyllenhaal. Et ce qui est marrant, Hmm. c'est que sa femme, donc la femme de Jake Gyllenhaal dans le roman, elle la visualise non pas comme elle, mais comme une femme qui lui ressemble énormément. J'ai même cru que c'était elle au début. Euh, et donc, dans ce roman, Jake Gyllenhaal a une femme, une fille, et puis, tout simplement, il rentre de chez eux, et puis il tombe sur une route un peu paumée au fin fond des États-Unis, et puis il y a une voiture avec trois cons, tu vois, derrière, et dont le con en chef est Aaron Taylor Johnson, commence à les bousculer et tout, et puis en gros ça va très mal finir. Je vais pas spoiler, mais la scène, elle dure bien 15-20 minutes, elle est tellement stressante parce qu'Aaron Taylor Johnson, il est habité d'une folie, et Jake Gyllenhaal, lui, il joue le daron complètement stressé, qui sait pas quoi faire, qui est une mauviette, quoi, vraiment, qui va rien faire du tout, et limite laisser crever sa femme et sa fille. Et il le joue, mais Jake Gyllenhaal, c'est fou ce type, quoi. C'est Arrête ce de. que j'étais en train de dire, parce que là, ce que tu me racontes, c'est Mais tellement oui, loin des autres rôles de Jake ben oui, Gyllenhaal. c'est Enfin, ça. Et c'est là que je me suis dit, mais ce mec, enfin, je savais déjà qu'il pouvait tout jouer, mais tu rajoutes un truc qu'il peut jouer, quoi. Et puis t'as Aaron ah, Taylor non, Johnson qui joue le mec complètement barré. C'est génial. Et donc, en gros, dans ce roman, le gang de Aaron Taylor Johnson, alors, enfin le trio d'Aaron Taylor Johnson, là, qu'on est au fin fond des États-Unis, etc., bah, ils vont kidnapper la femme et la fille du Jake Gyllenhaal du roman, puisque Jake Gyllenhaal, je rappelle, de la vraie vie, qui a écrit le roman. Hein, je sais pas si vous suivez, putain, c'est compliqué. c'est bon. Et donc, ce Jake Gyllenhaal du roman, sa femme et sa fille vont être violées et tuées par le trio d'Aaron Taylor Johnson. Et donc, c'est pourquoi Michael Shannon, shérif de la ville, va débarquer. Et Michael Shannon, c'est un shérif qui a un cancer, qui va crever et qui est prêt à tout pour que vengeance il y ait. Ok. Voilà, j'en dirai pas plus, j'en ai déjà dit pas mal. C'est un film que je trouve brillant parce qu'avec ce synopsis-là, réussir à le mettre en scène, surtout quand t'es pas un metteur en scène à la base, t'es pas un réalisateur à la base, pardon, c'est quand même lunaire. Et c'est super bien fait. C'est pas chiant du tout, c'est très rythmé, c'est très bien joué. Jake Gyllenhaal est irréprochable, Michael Shannon est irréprochable, Aaron Taylor Johnson est grandiose. Merci. Voilà, pour moi c'est un très gros oui ce film. Qu'on pourrait croire comme un film un peu chelou et tout, en fait il est très compréhensible le film. Ouais, j'ai vu des mecs dire oui la fin et tout. La fin elle a rien du tout. Enfin vraiment très compréhensible le film. C'était super. Voilà, donc je vous le recommande vraiment, c'est un film qui est un peu passé sous les radars et c'est trop cool. Voilà. Mais la filmo de Jake Gyllenhaal, j'essaie de tout finir, mais c'est impossible. C'est un Ouais, puits non mais sans fond, il y a moi, toujours cette des filmo. trucs, lui c'est. Là il faut que je vois The Covenant en plus de Guy Ritchie, donc avec Ouais, moi Anthony je l'ai vu. Starr. Tu l'as vu? Ouais. Faut que je vois. Ok, quelle est ta quatrième position? Alors, encore un film que tu adores, The Wrestler. Alors, un film que tu m'as longtemps conseillé, je Bah, t'ai pas dit que je l'avais vu. c'est pas que j'adore, c'est que c'est top 3 de mes films préférés, quoi. C'est le top Voilà. 3. Donc, j'ai fait exprès de pas t'en parler pour que voilà, tu aies la surprise de ce que j'en pense. Bon, là, tu vois le positionnement, donc tu te doutes que j'ai apprécié. Mais donc, il dure 1h45, donc c'est très bien. C'est sur MyCanal pour ceux qui ont envie de le voir. C'est de Darren Aronofsky, nominé encore une fois pour plein d'Oscars. Sa... Sa spécialité à Aronofsky, c'est de réhabiliter les acteurs qui étaient en perte de vitesse, voire plus. Fraser l'a eu, Mickey Rourke ne l'a pas eu malheureusement, mais a été nommé. Voilà. Mais bon, c'est déjà ça. Il y a la reine, comme je peux l'appeler, Marisa Tomei. Elle, bref, voilà. Incroyable.
Mais Mickey Rourke, il est époustouflant. Il arrive à te transmettre cette peine et t'as une telle empathie envers son personnage et envers lui. J'ai rarement vu ça dans un film, une telle empathie envers un personnage. Et, euh, et c'est vraiment la grande force du film, d'être là avec lui, en fait, à côté de lui pendant tout le film et de le regarder. C'est une lente descente aux enfers, mais qui a déjà été amorcée avant, parce que donc je vais faire le synopsis. Randy The Ram Robinson est un catcheur sur le retour qui connaît une fin de carrière difficile. Alors qu'il semble sur le point de raccrocher les gants définitivement, on lui propose un ultime match retour contre son vieil adversaire des années 80. Donc on sent la descente aux enfers sur la fin de carrière et tout, et après sur le film. Et, euh, et donc c'est hyper bien fait. Voilà, les dialogues sont hyper puissants, le développement de personnages, le scénario, voilà, c'est très très bien. Et comme tu m'avais dit d'ailleurs quand tu m'avais conseillé le film, même ceux qui aiment pas le catch ou qui s'en foutent du catch, vous pouvez regarder, c'est très bien quand Moi, même. moi par exemple, j'aime pas le catch du tout. Et Ouais, bah je sais, vraiment, tu m'en avais déjà parlé. non, alors, bon, peut-être que vous le savez, mais j'ai une chaîne YouTube sur le catch. Alors, j'ai même fait une critique, bon là, beaucoup plus poussée dans le fanatisme catchesque, avec mon pote JMD, que vous pouvez aller voir sur ma chaîne. Je sais pas si c'est encore dispo, parce que j'avais mis des images du film, donc je sais pas si mon strike. Euh, mais The Wrestler, ça a été une œuvre extrêmement importante euh, de ma vie et de comprendre ma passion, tu vois, Mm. de réussir à l'accepter et de comprendre à quel point Mais du coup, j'ai compris certains trucs du catch en voyant ah le mais film. c'est on fera jamais mieux que The Wrestler. Il y aura jamais mieux que ça sur le thème du catch. De toute façon, c'est simple, le catch dans le cinéma, c'est la première fois que The Wrestler c'est la première fois que pardon qu'un film avec The Wrestler prenait le catch au sérieux. C'est pour ça que Darren Aronofsky, je t'aime. C'est pour ça que j'irai voir tous tes projets parce que t'as réussi à mettre en scène quelque chose qui était pris enfin tu vois au cinéma c'était Super Nacho Libre avec Jack Black ou c'était Ouais. Ready to Rumble avec David Arquette et puis Est-ce que tu vas aller voir le film d'ici là sur ou alors le El Macho là ou bah je sais du pas coup quoi. il voulait foutre Bad Bunny et finalement Bad Oui. Bunny a été mais Bad Bunny il a catché récemment et Bad Bunny aime énormément le catch, il respecte énormément la discipline, donc je suis un peu dégoûté qu'il ait été retiré du projet parce que j'ai peur que ce soit Ah. un gars voilà. Mais en plus, Bad Bunny, il est très très bon dans ce qu'il fait dans le catch. Mais en fait, The Wrestler, faut que vous le regardiez parce que tu vois, t'as ces clichés sur le catch, etc. Et là, c'est le catch le vrai qu'on vous montre. C'est loin des strass et des paillettes. C'est ça. Et je peux vous dire que c'est très réaliste. Si tu pousses un peu, il y a un truc qui est pas très réaliste, mais bon, c'est vraiment là, faut vraiment être fan de catch hardcore pour l'avoir. Et puis il y a plein de caméos, il y a plein de vrais catcheurs que vous voyez. C'est quoi qui est pas réaliste, sauf si tu spoil, mais En fait, si tu veux, c'est. Bah non, c'est parce que c'est vraiment dans le synopsis. On nous présente Randy de Hammer comme, à l'époque, la plus grande star du catch. Tu vois, on nous le ouais. présente comme un mec qui a main eventé les Garden, les Madison Square Garden, donc tu vois, qui était tête d'affiche, etc. Si t'es la tête d'affiche, tu finiras jamais dans une caravane comme t'étais. Bah, Ah, ok. ça n'existe pas. Par contre, si t'étais, tu vois, Bah, si après, tu t'es. peux cramer toute ta thune et tout. Ah, Iverson, il a fini dans une caravane, hein. Oui, mais là, en fait, j'aurais préféré qu'on nous présente ça comme un mec, parce qu'en fait, tu vois, ce cas de figure-là existe beaucoup avec des mecs qui ont eu la gloire, mais la gloire un peu, tu vois, quand même. Tu vois, ils ont été sur ces shows-là, juste c'était pas les têtes d'affiche. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Et ça existe ouais. vraiment. Bon, c'est le seul, mais après, je m'en bats les couilles. Hein, pour moi, c'est un Oui. chef-d'œuvre absolu, c'est voilà, l'un de mes films préférés. Voilà, mais merci Darren Aronofsky, merci Mickey Rourke, ils ont tellement respecté le business. Il y a plein de caméos de vrais catcheurs et puis voilà, quand tu connais le catch, tu vois tous ces caméos, ça te fait gaulerie de voir que un catcheur comme le Necro Butcher, tu vois quand tu vois la scène où il se met des punaises et tout là. Alors, il y a plusieurs scènes, je crois, où il se défonce, là. Tu vois c'est les punaises, il y a une échelle, il tombe Ah dans oui, les oui, ok. punaises. Ouais, ouais, Euh, je vois. et cette scène là, c'est des vrais catcheurs qui font ça. Alors ça c'est ce qu'on appelle le deathmatch. Voilà, c'est des zinzins.
qui font vraiment ça, quoi. Et les mecs, tu vois, l'un des mecs qui le rencontre backstage, c'est le Necro Butcher, qui est l'un des plus gros zinzins de l'histoire du catch, qui faisait n'importe quoi. Et tu peux crever en faisant ça. Il n'y a jamais eu une mort dans le deathmatch. Tu vois, donc. Parce que là, c'est d'une violence, frère. Enfin, à deux doigts Mais. de se lancer des haches, quoi. Ah non, mais bon. C'est un style de catch que je n'aime pas, mais tout est, tout est respecté à la lettre, tout est compris dans l'amour qu'on peut apporter à une passion, parce que c'est plus que du catch, c'est plus que le catch, le propos. C'est l'amour apporté à une passion. J'ai pas envie de spoiler la fin, mais bon, ce qui se passe à la fin, ben, ça a vraiment existé. Il y a un catcheur qui s'appelle Mitsuharu Misawa, Oh putain. voilà, qui nous a quittés. Et tu vois, c'est un mec qui est allé jusqu'au bout, quoi. Et donc, oui, enfin, The Wrestler a beaucoup été comparé à l'histoire de Mitsuharu Misawa. Donc, merci Darren Aronofsky pour ce chef-d'œuvre. Je suis content que tu l'aies vu. Et c'est important de le dire, même si vous n'aimez pas le catch, ce film est extraordinaire. Et il y a beaucoup plus que le catch d'ailleurs qui est traité. Il y a sa relation avec Marissa Tomei, qui est une prostituée. Il y a sa relation avec sa fille. Ça aussi, c'est dur, hein. Ouais. Qui est jouée par Evan Rachel Wood. Ça aussi, c'est dur, hein, pardon. Evan Rachel Wood, quel enfer. Mais bon, là, dans le film, elle est bien. Euh, donc, ouais, c'est un film important. Là, en plus, 28 juillet, il y a la deuxième saison de Hills. Oui, Donc, j'ai vu, t'as liké là sur Twitter. Enfin, ah t'as ouais, mais tweeté. mec, attends. La première saison, elle date de fin 2021. Je pouvais plus d'attendre, quoi. Donc, Hills, c'est la deuxième œuvre cinématographique qui respecte le catch pour ce que c'est. Et ça me rend fou de me dire ça parce que généralement, les films qui ne respectent pas le catch sont produits par qui? Par WWE. C'est quand même génial, hein. Ah. Vraiment des golemons. Donc, The Wrestler, allez voir Hills, parce que Hills, en plus, il y a un casting de zinzin. Stéphane Hamel, Alexander Ludwig, et puis Stéphane Hamel, lui aussi, a déjà fait des combats de catch, donc il aime la discipline. Il y a plein de caméos de catcheurs, il y a un caméo de mon catcheur préféré, CM Punk. Donc allez voir Hills, là, la saison 2 arrive bientôt, et c'est vraiment, vraiment extraordinaire. C'est la série la plus sous-cotée de l'année 2021. C'était fabuleux, j'en peux plus d'attendre. Et c'est très similaire à The Wrestler, on est dans de l'Amérique profonde, on est sur voilà, des personnages meurtris, des liens familiaux. C'est vraiment brillant. Euh, et je vais arrêter de parler de ça, mais là, il y a deux films qui arrivent, dont un qui a été présenté au Sundance avec Monsieur Gabriel Garcia Bernal sur l'histoire vraie d'un catcheur cette fois-ci, parce que The Wrestler n'est pas une histoire vraie. Hmm. Mais il y a Monsieur Gabriel Garcia Bernal qui va jouer Cassandro. Elle est Jotico. Elle est Xotico, mais elle est Jotico. Qui est là l'histoire Parce que vraie. érotico, ça peut être autre chose. Oui, mais justement, alors il y aura Gabriel Garcia Bernal, Raúl Castillo au casting. Tu vois, ça a été présenté au Sundance, apparemment c'est très bien. Il y a Bad Bunny au casting d'ailleurs, justement. Donc dès qu'il y a du catch pas loin, il y a Bad Bunny. Apparemment ça a été très bien reçu. Et donc là, ça raconte l'histoire vraie de Cassandro, qui est le premier catcheur mexicain ouvertement LGBT dans les années, mais on parle, je crois qu'il commence dans les années 90. Donc Ah voilà, oui. faut voir. Et puis au Mexique, le catch, c'est encore différent. C'est une Oui. culture, c'est de la lucha libre, c'est encore autre chose. Donc il y a ça qui arrive, mais celui que j'attends le plus, vous êtes vraiment pas prêt pour ce que vous allez voir en fin d'année, logiquement, si tout va bien. The Iron Claw. Je t'en ai déjà parlé de ce casting de The Iron Claw. Euh, Ça, ce sera Day One pour moi. The Iron Claw, ça raconte l'histoire vraie, encore une fois, de la famille Von Erich, qui est une famille qui a Ah, juste tu m'avais raconté, oui. une famille, je vous dis pas parce que faut pas spoiler, mais qui est une famille maudite de l'histoire du catch. Et donc au casting, on retrouve Jeremy Allen White, que je suis en train d'aimer encore plus dans la Super. deuxième saison de The Bear. On retrouve Lily James, de Pam and Ah oui, Tommy, bah j'y vais. tu t'y vas. On retrouve Zac Efron, on retrouve Harris Dickinson, qui avait joué dans... C'était quoi Triangle of Sadness, le nom du film. Ouais, c'est ça. Holt McCallany, pardon, qui a joué dans Nightmare Alley, qui a joué dans évidemment Mindhunter, euh, Ah, c'est ça. qui a une gueule lui aussi. On retrouve beaucoup de caméos de catcheurs, mais dans un rôle principal.
Monsieur Maxwell Jacob Friedman, mon catcheur préféré, que je suis depuis qu'il catch devant 20 personnes en 2017 quand il avait 19 ans, et qui aujourd'hui est champion mondial dans le deuxième plus grande compagnie de catch du monde, et qui va jouer dans un film produit par qui? Par le studio A24 dont je parlais plus tôt. Enfin bref, il y a tout Ah pour que oui. ce soit un chef-d'œuvre. C'est réalisé par Sean Durkin. Ah oui, d'accord. Qui a réalisé Martha Merci May Marlène, qui est apparemment un très très bon film qu'il faut que je voie et qui est dans ma Ok. liste depuis très longtemps. Donc voilà, enfin ça sort en fin d'année. Bref, j'ai fait mon speech sur les films catch, mais en fait c'était tout ça pour dire que The Wrestler, même 10 ans après, parce que 2009 hein, il me semble, euh, 2008. 2008, The Wrestler, même 10 ans, 15 ans après, tu vois, a ouvert les portes à mettre du vrai cinéma sur le monde du catch, et il y a tellement de choses à raconter. Tellement de choses, tellement d'histoires vraies, folles. Il y a une série qui s'appelle Dark Side of the Ring, qui est là une série documentaire si vous voulez aller voir, mais dites-vous que là c'est la troisième ou quatrième saison. Il y a toujours 6-8 épisodes et ça parle juste d'histoires de zinzins qui sont arrivés dans le monde du catch. Donc s'ils veulent faire des films, ils vont en avoir. Donc voilà, merci Darren Aronofsky, je t'aime. The Whale aussi, c'était un chef-d'œuvre, mais j'avoue que The Wrestler, c'est voilà, un film trop important pour moi. Je suis très content que tu l'aies vu. Et, euh, et voilà, allez voir, même si vous aimez pas le catch, on s'en fout. Bref, j'ai plus parlé de toi sur ce film-là. Et du coup, je vais enchaîner. Quelle est ma troisième place? Je sais même plus. Ma troisième place, c'est un film que je voulais, que j'attendais beaucoup de voir, pour une raison simple. On est sur le réalisateur de The Place Beyond the Pines, mais également scénariste de Place Beyond the Pines et scénariste, non pas réalisateur, mais seulement scénariste, de Sound of Metal, dont tu avais parlé le mois dernier, je crois. Ok. Ouais. Donc c'est un film. Même le mois d'avant, je crois. Ouais, donc c'est un film que tu vois, j'attendais beaucoup, c'est Blue Valentine, avec Ryan Ah, Gosling et Michelle Williams. Et donc le réalisateur, pardon, c'est Derek Cianfrance. Donc c'est un film romantique d'un couple marié qui montre l'évolution de la relation à travers les années. Euh, et c'est vraiment bien fait, très touchant, extrêmement bien réalisé. Le duo Ryan Gosling-Michelle Williams fonctionne extrêmement bien. Gosling est impressionnant. Il y a Ryan Gosling avec une calvasse hein, dans le film, donc ça c'est quand même lunaire. Gosling est très touchant. Michelle Williams, elle est. Tu sens qu'elle aussi, elle est bloquée dans cette relation. Alors on est sur une relation toxique, mais quand même 1000 fois moins toxique que le film L'amour et les forêts. Euh, Parce que là, on sent qu'il y a de l'amour des deux côtés. Et c'est une hmm. relation toxique différente, mais voilà. Alors Michelle Williams a même été nommée aux Oscars pour meilleure performance dans un leading role. C'est un film très touchant, très bien réalisé. Il y a une scène qui m'a mis les poils sur la fin du film. C'est un film brillant. J'ai pas grand chose à dire. Si ce n'est qu'on voit le temps passer. Ok. Mais est-ce que c'est pas volontaire? On Ouais. parle d'un film où ils vont se rencontrer, ados, et puis on va voir le temps passer. Et les voir à 30-40 ans avec une fille. Est-ce que, vous... Ok. Est-ce que le film qui passe pas vite, c'est pas volontaire quelque part? Je sais pas. Ouais, c'est dur combien de temps? Ça dure quasi 2 heures, 1h50. Donc Ok. ouais, tu les vois passer, mais je me dis, bon, moi c'est un film qui m'a marqué et qui m'a beaucoup touché. Voilà, j'ai trouvé ça vraiment très bien. J'ai pas grand chose à dire parce que franchement c'est super. Voilà, Ok. non, tu l'as pas vu Blue Valentine? Non, mais là, je vais. De toute façon, là, de ce que tu m'as dit, j'ai mis 4 films dans ma liste. Donc, Ok, stylé. Bah quelle est ta troisième place du podium? moi, c'est sorti il y a 20 ans, donc c'est un film. Old Boy. Donc c'est un C'est film. considéré. Merci pour le... Oui, non, mais parce que après, il y aura une série. Donc, Euh, c'est pour ça. Enfin, pas tout de suite, mais. Bref. Donc, Old Boy, ouais, c'est sorti en 2003. Il dure 2 heures. C'est réalisé par Park Chan-wook, qui avait réalisé Snowpiercer aussi, avec Chris Evans. Après il a Je juste donnerais- réalisé Parasite quoi. Non, c'est pas celui qui a réalisé Parasite. Ah ouais? Ouais, non, Ou c'est j'ai Bong toujours cru que Joon-ho. c'était le même qui a réalisé Parasite et Old Boy. Non, c'est pas le même. Oh, je suis abattu. Ah non, il a réalisé Decision to Live. Ok. Ouais, c'est ça.
Putain, je suis Et mec. donc, Pardon, excuse. Je tombe des nues. Old Boy, fin des années 80, Oda Issou, père de famille sans histoire, est enlevé un jour sans raison. Séquestré pendant des années dans une cellule, son seul lien avec l'extérieur est une télévision par laquelle il apprend le meurtre de sa femme, dont il est le principal suspect. Au désespoir succède alors la rage intérieure vengeresse qui lui permet de survivre. Il est relâché, toujours sans explication, après 15 ans. Donc moi, ça réunit mes deux genres de films préférés, les films à énigmes et les Et films les pornos. d'action. Ah, pardon. Euh, c'est ça le twist. Mais, euh, mais non, en plus donc j'avais vu Snowpiercer que j'avais beaucoup aimé. Et Oldboy est considéré comme un classique du cinéma asiatique et même du cinéma tout court. Donc je me suis dit, banco. Et 72e sur IMDb. ah ouais. Et c'est trop bien. Alors au début il est enfermé direct et t'as tout le mystère. En fait tout le film c'est un mystère et comme souvent dans les films d'énigmes, t'as le reveal, le twist à la fin. Mais le twist de fin, il est mais absolument atroce, mais il est génial en même temps. Enfin, c'est du génie. Et en même temps, Me spoil pas parce quand que tu... je le regarde demain. Non, non, mais je spoil pas, mais quand tu l'apprends, tu dis putain. Enfin, je dis l'envie de plus. Mais c'est... Le twist est fou. Mais alors, tu peux peut-être l'attendre, enfin, le voir venir, parce que moi, il y a eu un moment, j'ai eu un petit doute. Mais quand il y a eu le twist, j'étais quand même choqué de fou. Même si je m'y attendais un peu, parce que je me disais non, quand même pas, ou machin. Mais toute l'évolution du film, vraiment, tu t'en apprends petit à petit. Et tu vois le truc qui arrive à la fin et voilà. Enfin, en fait, c'est tout repose sur le, enfin tout repose pas dessus, mais le twist fait toute la beauté du film. Le personnage, donc le second rôle, Yu Jitai, il est incroyable. Vraiment, il est génial. Même le personnage principal, il est assez dingue. Mais la façon dont est présenté les deux personnages, donc je vais rien dire pour pas te spoiler. Mais c'est pas du tout manichéen. Vraiment, en fait, à la fin du film, tu sais pas pour qui tu es des deux. Parce qu'en fait, c'est la vengeance d'une vengeance d'une vengeance d'une vengeance. Euh, et donc, c'est ces deux-là qui sont embragués dans un truc de vengeance. Mais au final, tu sais pas vraiment pour qui t'es, qui est le gentil, qui est le méchant. Et donc chacun sa team, mais c'est génial. Vraiment, c'est trop bien, quoi. Donc voilà, je conseille. Ok, moi ça fait très longtemps qu'il faut que je le vois ce film. Euh, et ouais, parce que apparemment c'est vraiment extraordinaire, donc je vais pas tarder à le regarder, je pense. Après, Ok. c'est très les films asiatiques et tout, il y a des trucs un peu chelous, des délires un peu de... Voilà. Mais bon, Hmm. ça ne dérange pas le film. En deuxième position, je vais pas y rester 3 heures parce que t'en as parlé le mois dernier. C'est Ted Lasso que j'ai mis en deuxième Yes, place. j'attendais que t'en parles. Mais j'ai hésité à le mettre comme tu l'as mis le mois dernier, mais je me suis dit allez, je vais le mettre. Parce que du coup, bon, ça m'a pris pas mal de temps du coup à regarder. Alors j'ai pas mal de réserves quand même sur Ted Lasso, mais j'ai trouvé que c'était une série euh, extraordinaire quant à l'écriture de personnages. Et je trouve que c'est très fort ce qu'ils ont réussi à faire sur une série humoristique. Et de réussir à écrire aussi bien autant de personnages. Donc le personnage de Ted, le personnage de Rebecca, le personnage de Roy et le personnage de Jamie. C'est des sans Mm. faute. On peut Ah, presque mais les mettre, gars, c'est extraordinaire, hein. C'est... on peut presque mettre le personnage de Nate, que je trouve très bien écrit, mais peut-être pas au niveau du conseil des quatre que je viens de citer. Ouais. Killy était bien écrite jusqu'à ce qu'elle devienne lesbienne, alors que en première saison, elle dit toi et moi, Rebecca, jamais de la vie. T'imagines? Non mais moi je suis pas amoureuse de femmes. Et puis d'un coup, elle devient lesbienne du jour au lendemain. Mais enfin, je sais pas. Et Oh, puis après, ils en parlent plus du tout. oui, c'est ça. C'est Le Jack qui disparaît, je crois que c'est Jack là, qui disparaît, et ils en reparlent plus du tout. Enfin, vraiment, l'intrigue de Jack là, c'est absolument abominable. ah, mais bon, j'ai pas compris. Et bon, après, j'aime toujours autant le personnage de Killy, hein, je m'en fous, mais Mm. c'est vrai que bon, alors que tu vois le Colin et la gestion Ouais, de son homosexualité au sein
d'une carrière de footballeur professionnel, c'était super, Ça, quoi. Et ça, c'était c'est bien hyper bien amené. géré. Ouais. Et voilà, là, on aime. Donc ouais, les persos sont vraiment très bien écrits. C'est une série très touchante et très drôle aussi, un humour très british. Euh, et qui m'a beaucoup plu, surtout que voilà, on est sur une série américaine. Et donc réussir à importer cet humour british parce qu'on part au Royaume-Uni, c'était assez fort. Euh, donc ouais, je trouve que c'est une série très drôle, très touchante, très bien jouée aussi. Jason Sudeikis, il m'a vraiment, Mm. vraiment, vraiment, vraiment impressionné parce qu'on parle d'un mec qui vient de la comédie à la base, qui a surtout été connu de la Ouais. comédie. Enfin, Ted Lasso à la base, c'était des spites sur NBC, quoi. Ouais. C'est quand même fou. Non, Donc, mais il a fait des trucs comment tuer son boss, hein, des comédies oui, voilà. américaines de merde, quoi. Mais là, il y a des scènes où moi, il m'a retourné, où je pleurais à l'entendre parler, frère. Il est. Pff, Merde, Severance, comment il s'appelle? Adam Scott. Adam Scott, hein, pareil, c'était de la comédie à la base, tu vois. Et les mecs Ouais. te sortent des perfs de zinzin. Donc ouais, Jason Sudeikis grandiose. Et puis même Madame Rebecca, j'ai pas le nom de l'actrice, je vais aller vérifier ça. Mais Anna Winningham. ok, Juno Temple, donc qui joue Killy, moi je la connaissais. Ouais. Je l'avais vue dans quoi? Dans Palmer avec Justin Timberlake. Euh, donc ouais, et puis moi j'ai eu gros coup de cœur sur découverte d'acteur sur Jamie Tart. Ouais. L'acteur m'a beaucoup plu. Brett Goldstein qui joue Roy Kent, Il est j'adore le parfait. personnage, mais après l'acteur, est-ce que j'irai voir d'autres projets juste parce qu'il y a Brett Goldstein? J'irai peut-être pas jusque-là. Non, mais c'est en fait, c'est le personnage et l'acteur Oui, voilà, c'est qui parfait, sont tu trop vois, bien ensemble, en fait. mais voilà, après, tu vois, autant l'acteur de Jamie Tart, j'irai revoir des trucs pour l'acteur, autant Brett Goldstein, je sais pas. Mais Roy Kent, je pense que c'est mon perso. Ouais, j'allais dire mon top 3, c'est Roy, Jamie et Ted. Moi, Euh, les quatre, ils sont durs à dissocier. Je dirais quand même Ted pour les émotions, mais les quatre, ils sont trop géniaux, quoi. Rebecca est en quatrième place, mais de pas loin, quoi. Mais voilà, après, si je dois émettre quand même des petits bémols par-ci par-là, je trouve que commencer une série sur de l'épisode de 30 minutes, le finir sur du 1 heure, sur des épisodes d'une Ouais. heure, c'est trop risqué, trop complexe parce que tu t'y perds, tu t'écris. Quand tu commences à écrire une série, tu commences à l'écrire pour du 30 minutes. Tu peux pas, en l'espace de 2 saisons, te dire bah vas-y, là on passe sur l'épisode de 1 heure. En plus, tu rajoutes quoi 2 ou 4 épisodes, je sais plus. Euh, je trouve que c'est trop inégal en fait. Et du coup, on s'y perd un peu. Il y a des moments vraiment longs et il y a des épisodes qui ne servent à rien. Je pense à l'épisode sur Coach Beard. Euh, Oui. Non, ça, c'est. bon, t'as des épisodes comme ça où tu te dis, bon, pourquoi faire? Et j'aurais aimé qu'on reste sur des épisodes de 30 minutes. Tu t'allonges à 1 heure pour le dernier épisode si tu veux, ou voilà, pour le dernier épisode de la saison, je m'en fous. Mais rester sur du concret, l'épisode de 30 minutes qui va un peu plus vite, où on perd un peu moins de temps. Parce que bon, il y a des trucs quand même où on perd effectivement un peu de temps. Maintenant, c'est une très bonne série, donc qui est finie d'ailleurs, c'était la troisième saison la dernière. Ouais. Ouais. Et voilà. Et la fin est parfaite, d'ailleurs. T'as dit quoi, excuse? La fin est parfaite, d'ailleurs. Le dernier épisode est vraiment génial, très touchant, et puis ils ont réussi à garder ce qu'était Ted Lasso, très touchant, et c'est exactement ce qu'il fallait, hyper feel good. J'ai bien aimé aussi le fait que euh, Richmond ne gagne pas la Ouais. première ligue, Parce que tu moi, je vois. m'y attendais pas. Moi, Enfin, moi, je m'attendais à ce qu'il gagne, et du coup, quand il gagne pas, je me suis dit, ah putain. moi j'espérais qu'il gagne pas, quoi, tu vois, parce que garder ce réalisme. Alors, merci à Leicester City de rendre Ted Lasso réaliste. Euh, mais tu vois, je me suis dit, vas-y, c'est cool Ouais. qu'ils finissent deuxième, tu vois. Parce que pour Ted, c'est pas un échec. Donc c'est Ouais, cool. voilà, ce que j'allais dire. En fait, la phrase symbolique de Ted pendant les trois saisons, c'est je m'en fous de gagner ou de perdre, je veux juste que ils deviennent des meilleurs humains, quoi. Hmm. Et Non, voilà, c'est vraiment une série très touchante et vraiment, vraiment exceptionnelle d'Apple TV+, encore une fois. mm, Voilà, j'aurais juste aimé qu'on reste sur du 30, allez, qu'on monte à 45 minutes. Franchement, je trouve que c'est logique.
Qu'on sur des épisodes d'une heure, honnêtement, ça m'a un peu fait chier. Les épisodes d'une heure à la fin, là, j'avoue que, bon... Bah, moi, vu que je regardais un épisode par semaine, ça me dérangeait pas. ouais, sur la troisième saison, ouais, non, moi j'ai Bing Watch, donc je t'avoue que les épisodes d'une heure, là... bon. Mais 45 minutes, tu vois, passer de 30 à 45, j'aurais compris. Mais tu vois, ce que fait The Bear, là, pour la saison 2, The Bear, il reste sur des épisodes de 25-30 minutes. Ils réussissent à être tout aussi touchants, tout aussi... Ouais. tu vois, c'était pas la peine de passer sur du 1 heure, parce qu'il y a des moments un peu longs. Mais tu vois, en plus, The Bear, j'ai quasi fini la saison 2, je l'ai commencé ce matin. Alors, mais c'est quand même lunaire. Euh, donc voilà, Ted Lasso, deuxième place, c'était super. Et puis on a hâte de voir les prochains projets de Jason Sudeikis. Apparemment, il a joué dans une daube, une comédie daubesque, apparemment, Ah. qui vient de sortir. Bon, Ouais, on veut le voir dans des trucs dramatiques maintenant. ouais, je te jure, putain. Ta deuxième place. Alors, ma deuxième place, film du grand David Fincher, sorti en 1997, The Game. Donc, pareil, film à énigme, donc moi, c'est un genre que j'adore. Avec Michael Douglas, Sean Penn, voilà, rien que ça. Euh, Nicholas Von Horton, homme d'affaires avisé, reçoit le jour de son anniversaire un étrange cadeau que lui offre son frère Conrad. Il s'agit d'un jeu. Nicholas découvre peu à peu que les enjeux en sont très élevés. Bien qu'il ne soit certain ni des règles ni même de l'objectif réel, il prend peu à peu conscience qu'il est manipulé jusque dans sa propre maison par des conspirateurs inconnus qui semblent vouloir faire voler sa vie en éclats. Ce que j'adore dans ce film, c'est que c'est ultra original, parce que souvent les films à énigmes, c'est des films policiers avec des enquêtes où il y a un twist et tout. Alors ça veut pas dire que c'est nul, mais voilà, c'est du convenu, c'est du classique. Mais The Game, le fait que justement ce soit un jeu, c'est hyper chelou, c'est un concept qui n'existe pas dans la vraie vie, hein, c'est de la science-fiction. Euh, et ben, on avance avec le personnage principal qui comprend rien de tout le film et qui essaye d'avoir les infos, qui essaye de comprendre, mais qui se fait berner en même temps. Et tout le film, on sait qu'il va y avoir un twist parce que forcément il y a un jeu, donc on sait qu'à la fin il y a la fin du jeu, quoi. Mais c'est impossible de savoir quel sera le twist. Donc c'est marrant de savoir qu'il va y avoir une chute qui va retourner le truc, mais de pas savoir et de pas une seule seconde se douter de ce que ça va être. Et donc bah, c'est David Fincher, donc évidemment la réal est incroyable. Le jeu d'acteur, alors Sean Penn on le voit pas beaucoup, mais il est génial et Michael Douglas qu'on voit tout le film, il est incroyable aussi. Il y a Tommy Donc Flanagan. oui. Attends. Je le vois dans le cast, ce bon vieux Chibbs. Ah oui! Putain, bah, j'avais même pas remarqué, donc il doit avoir vraiment un rôle minuscule. Euh, mais oui, donc The Game, film de David Fincher, masterclass. David Fincher, l'un des plus grands réalisateurs de l'histoire. Voilà. Si on te demande. Oui, si on me demande, mais en vrai, je m'en bats les couilles qu'on me demande. Je le dis quand même. Voilà. Ok, moi j'ai pas vu, mais ça fait partie des... Parce que de toute façon, il faut que je finisse la filmo de David. De ce bon vieux Dave. Ma première place? Allez, on y va. Alors, c'est pas une vanne, hein, ce que je vais vous dire. C'est un film avec Max Boublil dans le rôle principal. Ça Je s'appelle m'attendais pas. Play. Play, film de 2019. Un film français, réalisé par Anthony Marchiano. Euh, et donc qui raconte l'histoire de Max. Ils se sont fait chier même jusqu'au nom. Qui à 13 ans va se voir offrir une caméra avec laquelle il va filmer ses potes, ses amours, ses succès et ses échecs pendant 25 ans. Des années 90 aux années 2010. Ok. C'est le portrait d'une génération qui se dessine à travers son objectif. C'est pas de moi, hein, pour info. Et donc, en fait, le film commence avec Max Boublil, adulte, qui nous dit écoutez, là c'est un jour important pour moi. J'ai jamais revu tout ça, mais je vais le revoir. Et donc, il lance sa cassette, et donc on le voit, voilà, grandir, etc. C'est un film extraordinaire. C'est du fan footage à Mhm. 200%. Tout est filmé à la caméra. Mhm. Mais merci, quoi. Parce que je vous jure que le film est fabuleux. Alors, il y a Alice Isaz, ce qui est fou parce que elle joue. C'est elle qui. Tu vois, Max Boublil, il a trois acteurs différents du coup, tu vois, par rapport aux âges. Ok.
Donc il y a Max Boublil. Le personnage de Max, pardon, a trois acteurs différents. Donc Max Boublil et Hmm. puis deux plus jeunes. Qui sont très bien choisis d'ailleurs. Euh, et Alice Isaz, c'est la même. C'est juste que la meuf, et ça marche quoi. La meuf de 13 piges à 25, ça marche. Je te jure, Mais c'est quoi? crédible, je te jure. Et le réal, il a dit, c'est pour ça que je l'ai casté, c'est parce que on a pu la faire évoluer, c'est un truc de fou. Et la Et meuf, elle a quel âge dans la vraie vie? euh, elle est née en 91. Elle a 33. Rainman, le 30. gars. Je parle à Pas du- Rainman. Il a calculé en 2 secondes, frère. Non, mais en plus, le calcul est pas bon. Non, il a 31 du coup. 20. Ouais, bon. Bon, elle a un certain âge, quoi. Elle a Euh, 32 ans. Il y a des petits caméos sympas. Alain Chabat qui va jouer le père de Max. Euh, Camille Lou qui va jouer la femme de Max. Ok. Bon, la femme mère de sa fille. Mais son amour d'enfance, c'est Alice Isaz. Qui joue le Ok. rôle de Emma. En fait, ce qui est très fort avec ce film, et c'est ce qu'a expliqué le réal, c'est qu'en fait, il devait donner une raison de pourquoi il filmait, en fait. Quelle était la raison Ouais. de filmer ce Ok. moment-là de sa vie? Hmm. Chaque scène est crédible. Et c'est ce qui Ok. rend le film tellement touchant. On a juste l'impression de faire partie de cette bande de potes, de les voir évoluer. Moi, voilà, je l'ai déjà expliqué dans ces podcasts, mais l'amitié, c'est le sujet qui me touche le plus. Et là, enfin, je vous jure qu'à la fin, j'ai chialé mais toutes les larmes de mon corps pour un film de Max Boublil, quoi. Mais si on m'avait dit ça un jour dans ma vie, Et mais c'est quoi qui t'a fait regarder? C'est le synopsis? ouais, en vrai, c'est ça, je pense, c'est le synopsis. En plus, les gars, la galère pour regarder le film, je le trouve nulle part. Je lance Apple Télé, je l'achète sur Apple Télé, je l'achète 4 € le bail. Je, je lance sur. Tu voulais vraiment le voir. Non, mais je te jure, je lance. En plus, il était 2 h du matin. Je lance sur mon PC, ça marche pas. J'ai mis 1 heure à lancer le film, gars, j'en pouvais plus. Mais oula, j'étais heureux. Non, franchement, regardez ce film. On parlait de La Haine tout à l'heure, ben là, c'est mes deux films français préférés. Il s'est direct hissé à la deuxième place. C'est un film qui est brillant, qui est touchant, qui est humain, qui a tout, quoi. Merci. Mais juste merci. Parce que c'est vraiment un film qui va rester ancré. Et, euh, et je suis heureux de l'avoir vu. C'est un film simple en plus. Voilà, fait avec peu de budget, fan footage. Tout est Hmm. bien, tout est crédible. Je me suis trop reconnu dans ce film, ça m'a trop touché. Ça te fait poser des questions quant à l'avenir, quant à pas perdre son temps, quant à profiter des moments présents, quant à plein de choses. Merci, merci Max Boublil. Je pensais jamais dire ça. Non, franchement, j'ai rien à rajouter. Pour moi, c'est un chef-d'œuvre. Un chef-d'œuvre du genre, encore une fois. Parce que oui, il n'y a rien de. Là encore, vous n'allez pas retrouver un truc flamboyant, etc. avec un gros budget, mais juste du Hmm. vrai, du fan footage. C'est génial. Quelle est donc Ok. ta première place? Et donc moi, bah, c'est la série, donc Dark. Samina? Non, Sami. Non, j'aurais juste dit dire Sami. Donc la série, Sami c'est la Dark. série. Il y L'acteur a qui joue trois. dans Taxi, là. Oui, j'ai compris, j'ai bien compris. J'essaie de passer à la suite, en fait. Euh, Tu sais, il allait en prison et tout. oui, non, mais- Vas-y. Donc, série Netflix que beaucoup de gens ont dû entendre parler parce que ça a été une réussite mondiale. Dark, c'est donc une série à énigmes, encore une fois. Mon top 3 c'est un truc à énigmes. Euh, donc, comme vous l'avez remarqué, j'adore, mais c'est plus que ça, même les trucs où pendant toute la série, tu te fais des théories, enfin, série ou film, tu te fais des théories, tu te dis, mais comment ça va finir, quels sont les. Genre, Tu comprends pas. t'adores quand tu rigoles devant la série, quoi. Oui, parce que théorie. Ok. Parce que je m'appelle Théo, donc. Bon. Euh, Lorsque deux enfants disparaissent dans une petite ville allemande, son passé tragique refait surface. Quatre familles à la recherche des enfants vont voir leur routine bouleversée et les secrets de chacun vont être mis en lumière. Ça sert à rien de lire le synopsis parce que ça parle de voyage dans le temps et c'est tellement complexe, faut vraiment suivre, hein. Il n'y a pas un moment où il faut piquer du nez parce que là sinon tu comprends rien. Mais il y a peut-être une trentaine d'acteurs principaux dans la série. Enfin,
C'est une folie et pourtant ils arrivent à tous être bons, tous marquants. Je me souviendrai de tous, tout leur visage par rapport à. Je verrai toujours vos visages. Euh, Ah ouais? je- Et donc, euh, c'est quel acteur... non, attends. Quel personnage joue Jordi Stribel? Non, mais j'ai pas le nom des Pardon. acteurs. Ouais, c'était J'ai peut-être un dit peu les visages, complexe. hein, j'ai bien précisé. Autant pour moi. Mais donc, si Oliver Masucci, lui, il m'a choqué. Voilà, je t'invite à aller regarder. Attends, le visage t'a Voilà, choqué? j'ai. Non, non, l'acting. Ah, Euh, Bref, on n'y arrive pas, hein. Cette série est absolument extraordinaire. C'est peut-être top 3 de mes séries préférées all time. C'est. frérot, le top 3 il change tous les mois. T'avais mis Ted Lasso. Ah, mais Ted Lasso est toujours top 3, hein, t'inquiète pas, hein. Oui. Non, Ted Lasso, c'est top 2, voire top 1, mais vraiment. Dark, c'est peut-être top 3. Et après, il y en a des séries genre Severance, j'attends que ce soit terminé, mais Severance, ça peut aller très haut. Bref, il y a Breaking Bad aussi. The Boys, possiblement, très haut. Bref. Euh, Dark, je ne peux que conseiller pour ceux qui aiment la science-fiction, les trucs à énigmes, les voyages dans le temps. L'acting est parfait, le scénario est extraordinaire. En fait, les réalisateurs, parce qu'ils sont plusieurs, je crois, quand ils ont commencé le premier épisode, ils savaient comment serait le dernier épisode de la saison 3. C'était prévu pour qu'il y ait 3 saisons. Tout était écrit déjà à l'avance. Et enfin, en fait, c'est comme Severance ou des trucs comme ça où je me dis, mais les mecs, comment ils écrivent ça? Genre, à quel moment ils disent, je vais être un génie là, d'un coup là. C'est Je pense que c'est pour extraordinaire. écrire, ils doivent prendre, tu vois, genre, tu prends une feuille, Ouais, et, oui, après- bon, après. et je pense que tu prends le stylo après. Ok, bah, Et tu j'essaierai. dois faire des mouvements avec ta main, enfin... Ok, bah, je me renseignerai alors. oui. Bref, c'est un chef-d'œuvre. J'ai limite envie de re-regarder parce qu'en plus, quand tu connais la fin, de re-regarder, c'est encore mieux. Donc voilà, je recommande. Bah moi, faudrait que je regarde. Mais en fait, une série à énigmes, ok, mais 3 saisons, c'est ça qui m'emmerde. Bah après, une fois que t'es dedans, t'es lancé. Ok, mais c'est bizarre, une série à énigmes de 3 saisons. C'est la même énigme pendant 3 saisons? Ou il y a plusieurs énigmes? C'est trop compliqué à expliquer. C'est du voyage dans le temps, donc Ah, enfin, il y a du voyage dans le temps. c'est que du voyage dans le temps, hein. Ah ouais, bon, je vais peut-être pas regarder en fait. Du Non, voyage... mais c'est trop bien, frère, c'est trop bien. Ouais, mais du voyage dans le temps. Ah ouais, ça me hype pas tant que ça. Ouais, En fait, c'est que. Attends, j'essaie de pas spoiler. Euh, Ouais, non, si je dis ça, ça va spoiler. Bon, je dis rien. Non, Mais mais faudrait que je regarde. Mais là, j'ai trop de séries là. Mais du coup, fin de cet épisode du mois de juin, et on se retrouvera pour le mois de juillet, parce qu'il y a deux petits films qui sortent en juillet, le même jour. oui, oui, oui. Deux petits Mais, événements. Donc je pense ouais. qu'on devrait s'amuser. Et puis putain, on va enfin pouvoir voir Asteroid City. Puisque je sais pas pourquoi, nous, Ah oui, aussi. la sortie elle a du ping pour nous, je sais pas pourquoi. Frérot, C'est jeudi, je crois. ouais, ça sort Il y a 2 semaines Indiana après. Jones qu'il faut que j'aille voir, moi aussi. Il y a Mission Impossible qui va sortir. Enfin, voilà. Donc ouais, un beau mois de juillet. De toute façon, l'été, on est toujours gâté. Ouais. Mais là, ouais, le 21 juillet, trop hâte. C'est ça, c'est le 21? 21 ou 19, ou il y a un truc, Non, je sais c'est plus. 21 US, je crois. Ah, C'est donc pas ça? 19, France. Ouais, c'est ça. Donc, ouais, on a hâte. Donc nous, on se retrouve le mois prochain. Merci de nous avoir écoutés. Il est 3h30 du matin quand on Fatigué, finit. ouais. Fatigué. Donc merci à tous de nous avoir écoutés. Et je vais enchaîner sur Nocturnal Animals. Ouais. Il va regarder tous les films que je viens de lui conseiller. Bon, en tout cas, on se Euh, retrouve le mois prochain. Oppenheimer, Barbie, on en parlera évidemment. Et puis, Ouais. comme d'habitude, une liste de 10 films ou séries. Bye tout le monde.